Salut la gang, gang de curieux compulsifs. J'espère que vous allez bien. Alors, vous écoutez un nouvel épisode du balado. J'essaye d'arrêter. Vous le savez maintenant, c'est le seul podcast dont l'objectif du podcast, c'est d'arrêter de faire des podcasts. Petit résumé, si vous arrivez à fret comme ça, peut-être à peu près au 10e épisode de ce projet, je fais du podcast à temps partiel depuis environ 2016 et avec différents sujets généraux par projet de podcast, si on veut. Et avec ce projet-là, j'essaie d'arrêter. Je m'étais dit, ce serait le fun de s'intéresser un peu à la politique, un peu plus active, quelque chose que j'ai jamais vraiment fait dans le passé, de recevoir des invités pour parler un peu de ça présentement. Ça brasse énormément depuis l'élection de Trump numéro 2 au sud de la frontière, également avec la question de l'indépendance au Québec, la religion, les prières de rue, etc. Bref, beaucoup de choses se passent là-dessus. Fait que je me serais dit, ce serait le fun d'aborder ça pour votre bien à vous, chers auditeurs et auditrices, bien sûr. Et étant donné que je souffre de cette maladie curieuse qu'on appelle le TOC au carré, le trouble obsessif de la curiosité compulsive ici, je suis curieux dans tous les sens, en fait. Fait que je me suis dit, ce serait le fun de laisser aller sa curiosité politique à gauche et à droite et de présenter une espèce de portrait semi-objectif de la situation, prendre des arguments à gauche, les amener à droite et l'inverse. Mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Si vous avez suivi cette spirale dans laquelle on est pris présentement, la gauche, ou on pourrait dire les progressistes, whatever, ces activistes militants, entre autres, que j'ai invités, ont systématiquement, malheureusement, refusé mes invitations jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je suis quand même un compulsif, alors je continue de faire des demandes, mais disons que les espoirs commencent tranquillement à se refermer, fait qu'on va être obligé d'arrêter le projet. Et là, je trouvais ça plate d'une certaine façon, mais je me suis dit, puisque, il y a une ouverture du côté droite, eh bien, embrassons cette ouverture-là et allons explorer vraiment qu'est-ce qui se passe à droite. Puis on va aller voir un petit peu connaître les valeurs peut-être qui caractérisent ces gens qui se disent de droite. Fait qu'on a fait ça un petit peu à date. On a parlé du Parti conservateur, du Parti québécois avec quelqu'un comme Raphaël Cavalière. On a parlé également de la droite un petit peu plus ethnique, à tendance ethnique nationaliste avec quelqu'un de Nomos TV. On a également parlé de droite conservatrice religieuse en ça. Et il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. Mais un domaine ou une faction de gens à qui on n'a pas encore parlé, ben, c'est qui? C'est juste un citoyen normal, finalement, quelqu'un qui n'est pas un influenceur de contenu ou à la barre d'une organisation officielle politique et qui est juste un citoyen conservateur de droite. Eh bien, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui pour continuer notre exploration curieuse dans le monde de la droite. Fait qu'on on va jaser avec quelqu'un qui s'exprime à l'occasion de façon assez éloquente quand même sur sa page Facebook, tout simplement. Ce qui m'a permis de le suivre relativement bien depuis les, je sais pas, j'ai envie de dire 6 7 dernières années, à temps partiel comme ça sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un que je trouve toujours intéressant, constructif, malgré que ce soit quelqu'un qui se décrit, attention, si vous êtes de gauche, ça va faire mal. Il se décrit comme un populiste, conservateur, pro-liberté d'expression, contre le wokisme et le globalisme et deux points anti-islamisation, fermez les guillemets. Alors, c'est des grosses choses, hein. Je sais, dans le monde politique du Québec, des fois, ça fait peur, ce genre de mots-là. Et il y a environ un mois, la raison pourquoi je l'ai invité, c'est que, il a publié un statut, en fait, suite à l'attentat de Charlie Kirk aux États-Unis. Et je lisais, en fait, quelques phrases dans ce statut qui m'ont interpellé fortement. Donc, je vais ouvrir les guillemets et citer quelques phrases de son texte. Il disait, entre autres, ouvrez les guillemets, depuis mercredi, il y a des internautes qui appellent aux assassinats d'autres personnalités. Le message de Catherine Brunet sur Instagram s'apparente à ce courant-là, même si je ne lui attribue pas cette intention, bien sûr. Si on se réjouit du meurtre de Charlie Kirk, cela suppose qu'on se réjouirait potentiellement du meurtre d'autres personnalités dont on désapprouve l'engagement. L'appel au meurtre n'est pas couvert par la liberté d'expression. Les blagues le sont, les opinions politiques aussi, même si elles sont offensantes pour certaines personnes. En passant, la liberté d'expression est insuffisante au Canada. Tant qu'à moi, rien de moins que le premier amendement des États-Unis n'est acceptable. Fermez les guillemets. Alors ça a attiré mon attention parce que c'est quelque chose comme sujet qui m'intéresse fortement depuis plusieurs années. Alors, je l'ai invité pour aujourd'hui pour en jaser avec d'autres sujets qui le passionnent également dans ses intérêts personnels. Accueillons ensemble tout le monde ce méchant populiste et conservateur, mais de mon expérience personnelle, toujours amical et respectueux dans ses interactions. J'ai nommé Ophélien Champlain. Bienvenue à J'essaye d'arrêter Ophélien. Salut, comment vas-tu ce soir? Ah, il faudrait que tu te démutes, s'il te plaît, Ophélien. C'est vrai, je viens juste de voir.
Eh bien, ça va très bien et puis merci de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir de participer au podcast. Et si je peux trouver un moyen pour t'aider d'arrêter, vu que ça semble ça être le but, ben, je vais faire mon possible. Ben, c'est bien parti parce que dans le fond, je me dis à un moment donné, je vais arriver au bout du pire de la droite. Fait que, tu sais, je vais avoir fait un tour au moins d'un côté. Fait que rendu là, je vais pouvoir arrêter avec une certaine partie de ma curiosité satisfaite. Mais il me reste encore une couple de trucs à explorer, dont ta vision personnelle en tant que citoyen conservateur, comme on dit. Tu sais, je dis ça, mais en même temps, tu produis quand même des trucs d'une certaine façon textuellement. Fait que pour commencer, on va parler de liberté d'expression aujourd'hui, puis on va étendre ça à euh, les sujets, tu sais, qui prennent l'espace public médiatique depuis cet été et qui finalement, ça ralentit pas. Tu sais, il y a tellement de choses qui se passent présentement et il y a toute une espèce de paysage politique qui est nébuleux et les gens, on dirait qu'ils sont en train des fois de se redessiner dans leur définition de gauche, de droite. Tout semble un petit peu des fois moins, disons, officiel et caractéristique, pas caractéristique, mais caractérisé, si on veut, que par le passé un petit peu. Mon impression subjective, tu me diras ce que tu en penses. Donc, avant d'aller dans ces sujets-là, tu me disais, avant qu'on commence, que tu étais quelqu'un de gauche, d'ailleurs, dans ton plus jeune temps. Fait que peut-être fais-moi un petit portrait, justement, de ton évolution politique. D'où tu es parti? Qu'est-ce qui t'a amené à te décrire officiellement comme conservateur et populiste? Et en même temps, tu sais, juste un espèce de bio, là, parle-moi aussi un peu de quel genre de texte tu produis. Je pense peut-être pour Québec Nouvelle ou quelque chose comme ça à l'occasion, si je ne me trompe pas. Fait que fais-moi un petit portrait en quelques minutes de ton évolution politique. Alors, ben oui, je suis un contributeur régulier pour Québec Nouvelle. Ben, je couvre toute une gamme de sujets, mais je suis souvent sur les questions LGBTQ+. La politique américaine aussi, c'est des sujets qui reviennent un peu plus souvent, mais je peux écrire sur toute une gamme de sujets. Ah oui, alors à la base, je suis pas seulement un gauchiste, mais un gauchiste radical. OK? Euh, mon éducation politique, je l'ai eue avec les Dead Kennedys, là, un groupe anarcho-communiste, anarcho-punk. C'est vraiment très à gauche. Et j'avais complètement intégré le logiciel de pensée du chanteur Jello Biafra. J'étais complètement dans cette dynamique-là. Alors, ça me permet de comprendre très bien comment les woke peuvent penser et concevoir le monde, parce que vraiment, c'est le wokisme, c'est l'aboutissement de ce que j'écoutais dans la musique punk de l'époque. Donc, c'est quoi? Punk, c'est fin 90, genre, quelque chose comme ça? Ou 80? Euh, c'est plus fin 80 dans mon cas. Fin 80 même, c'est vrai. OK, ouais. OK. Et puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? Oui, donc je suis un simple citoyen. Je me suis droitisé avec le temps parce que ben, je trouve que les dérives du gauchisme sont devenues de plus en plus évidentes. Puis peut-être qu'aussi en vieillissant, on est appelé à remettre certains idéaux en question et à se droitiser. Je pense que la plupart des gens se droitisent un petit peu en vieillissant. Ouais, ouais. Et, et j'ai aussi été une victime de culture de la cancellation. Alors, mais ça, c'est parce que j'étais déjà un infréquentable de droite que j'ai subi ce sort-là. OK. Euh, le point de départ de mon changement, de mon abandon de la gauche, c'est la charte des valeurs du gouvernement marois. C'est là que OK. j'étais en rupture avec Québec solidaire, avec cette gauche-là, la gauche à laquelle je m'identifiais à l'époque. Je mélange tout le temps les dates entre la Charte des valeurs, puis la laïcité, puis les accommodements raisonnables. La Charte des valeurs, c'était-tu après le printemps arabe? C'était-tu 2013-2014? C'est 2013, oui. C'est ça, hein? OK, c'est ça, OK. Ouais. Fait que ça veut dire que dans le fond, pendant un bon 20 ans, mettons 80, fin 80 à 15 ans, mettons 15-20 ans, tu te sentais vraiment de gauche, Ah oui, même de gauche complètement. radicale, jusqu'à quasiment 2000, jusqu'à 2010, mettons. Ah oui, même 2012, tu peux aller, même 2013. OK, OK. Oui, Wow, oui. quand même. Ah ouais. Fait que c'est quoi le. Fait que c'est-tu la période générale ou il y a vraiment un moment où est-ce que tu as fait, oh, ce point-là, ça fait clocher quelque chose dans ma tête et. Ben, pour moi, la charte des valeurs, pour moi, c'était quelque chose qui allait de soi. Et je ne comprenais pas d'ailleurs que la gauche soit opposée à des exceptions religieuses. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on permet à certains symboles religieux? C'est une exception qu'on ne permettrait pas, par exemple, à des symboles politiques.
ou même à d'autres symboles idéologiques. Si j'avais quelqu'un qui aurait un t-shirt avec Dieu n'existe pas, ben, il pourrait travailler nulle part en portant ce chandail-là. Il pourrait le porter quand il est chez eux ou sur la rue, là. Mais il ne pourrait pas porter ça au travail. Il n'y Ouais. a personne qui accepterait ça parce que ça susciterait bien trop de controverses avec les collègues de travail ou avec la clientèle si c'est un emploi qui implique des contacts avec le public. Alors déjà là, moi, j'étais un petit peu étonné d'abord de la réaction de la gauche, de s'opposer à la charte et pas rien qu'un peu, d'appeler ça quelque chose d'extrême droite. Donc, ça a Ouais, été ouais. mon premier déclic. OK. Euh, donc là, je me suis fait exclure à quelque part de la gauche. Ou je me suis exclu, ou je me suis fait exclure, mais là, j'étais plus du tout en diapason. Et ce qui se passe avec la gauche radicale, c'est qu'il faut acheter toutes les idées en bloc. Dès qu'on n'est plus d'accord avec un volet de leur idéologie, alors on est exclu. À droite, c'est pas pareil. À droite, il y a place quand même à des divergences d'opinion. Mais dans la gauche radicale, il faut être d'accord à 100%. Est-ce que tu étais Sinon, conscient de ça avant 2012, mettons? Est-ce que consciemment, est-ce que tu cancellais d'autres gens qui avaient une opinion différente des tiens? Est-ce que tu as même eu un changement de comportement ou tu n'étais pas aussi militant que ça peut-être avant? Tu sais, je sais pas si tu étais même militant ou... je n'étais pas vraiment militant. Je pense pas qu'il y avait vraiment encore de culture de l'annulation OK. à ce moment-là. Je pense que c'est devenu plus fort vers le milieu et la fin des années 2010. Mais une chose Ouais. est certaine, c'est que dès que je pouvais trouver le moyen d'identifier quelqu'un au racisme, eh ben ça permettait d'invalider, de disqualifier tous les propos de cette personne-là. OK, ça, tu as conscience d'avoir eu cette réflexion-là. Ah oui, tout à fait, oui. Et Et donc, je le vois très bien. est-ce que tu voyais ça, excuse-moi, mais ça, c'est tellement intéressant parce que est-ce que tu voyais ça comme quelque chose de légitime ou tu savais que c'était une technique, mettons, style apparenté-au-marxisme, un peu de discréditer la personne pour pas aller dans les arguments, mettons, ou tu vas. Non, non, tu te disais non, c'est légitime. On peut pas argumenter avec une personne qui est à l'extrême droite ou nazie ou. Je pensais que c'était légitime. Ouais, OK, c'est ça, OK. Euh, donc, ça a été mon premier. Et puis, très tôt aussi, là, je me suis rendu compte que sur la question de la charte, eh ben, ça me mettait du même côté que Marine Le Pen. Ouais. Ça me mettait du même côté que des gens qui sont classés à l'extrême droite. Alors, je me suis un petit peu intéressé plus au discours de Marine Le Pen sur l'islamisation. OK. Et puis, j'ai trouvé qu'elle avait parfaitement raison sur tout ce qu'elle disait sur ce dossier-là. Ensuite, je me suis intéressé un petit peu au programme du Front National à l'époque, puis j'ai trouvé que c'était pas du tout ce que moi je concevais comme un programme d'extrême droite. J'ai même trouvé qu'à certains égards, c'était même un programme de gauche sur certaines questions. Pour certains points. Ouais. Alors, donc, très vite, là, j'ai basculé, puis je dirais qu'en 2016, rendu à l'élection américaine qui opposait Trump à Hillary Clinton, là, j'étais clairement pour Trump, que je considérais comme le candidat de gauche entre Trump et Clinton. Simplement du fait qu'il est populiste. Donc, le populisme a un côté, il peut être à droite comme à gauche, mais il y avait un côté plus populaire que chez Hillary Clinton. Je voyais vraiment la droite élitiste. Ouais, ouais. Puis les gens oublient à quel point Trump est un New-Yorkais démocrate toutes les années 80-90 et un homme du peuple, là, tu sais, proche du peuple, même s'il il est très élitiste, mais tu sais, c'est quelqu'un qui était quand même proche de la population, comme les New-Yorkais normaux, là, tu sais, réguliers. Donc, OK, c'est cool. Fait que là, toi, tu avais ça en tête aussi à ce moment-là, que Trump semblait même plus de gauche qu'on le mettait, parce qu'à l'intérieur des candidats républicains, avant que tout se transforme durant cette élection-là, puis à la fin, il était comme plus de gauche finalement, là. C'est lui-même, il s'est transformé, puis il a modifié son discours avec le temps pour aller chercher la droite plus conservatrice, religieuse même avec le temps et tout ça. Tu sais, au début, il n'était pas là-dedans, là. Non, c'est vrai qu'il n'était pas là-dedans. Ouais. Et OK. c'est probablement un choix pragmatique de sa part. Ou peut-être que lui aussi a cheminé vers cette voie-là. Peut-être que Ouais. c'est uniquement un choix pragmatique. Ouais. Plutôt, ou un mélange des deux, tu sais, rendu là. Ouais. Et puis, donc c'est ça, je me suis droitisé graduellement.
Et arrivé en 2020, j'ai carrément été victime de la culture de l'annulation. OK, Euh, laisse-moi te par- faire une petite pause parce que, parce que je m'insère dans ton évolution parce que je t'ai connu, moi, probablement en 2018, j'ai envie de dire, par les groupes autour de même Sébastien de Crèvecoeur qu'on a reçu il y a quelques épisodes sur Facebook. Ton nom, ça m'a s'est mis à circuler parce que tu t'exprimais déjà, je pense, dans des statuts, peut-être dans les commentaires, peut-être les zones de commentaires. Même Annie-Ève Collin est une personne que j'ai reçue une couple de fois à mes podcasts dans les années 2017-2018. Et je pense que tu gravitais là-dessus. Fait que moi, ton nom a commencé à être familier. Et déjà là, je voyais que quand tu t'exprimais, tu sais, je me souviens pas des choses précises, mais j'étais comme, ah, tu sais, ce gars-là, il y a une réflexion en cours, il s'exprime bien, il a l'air d'analyser la situation et tu m'aides, tu sais, un peu comme Sébastien Leclerc, tu m'aidais à réfléchir des commentaires que je lisais de toi sur des publications des fois. Donc, toi, est-ce que tu te souviens d'avoir, il y a un moment où est-ce que tu as même dit, je vais m'exprimer sur les réseaux sociaux, tout ça dans ces années-là, ou quand est-ce que tu as commencé à faire ça, hein? euh, j'ai ouvert mon compte Twitter en mai 2011, le soir de l'élection du gouvernement Harper majoritaire. OK. Évidemment, je m'en réjouirais aujourd'hui, mais ce soir-là, je me réjouissais pas du tout. J'étais très à gauche, et puis je trouvais que c'était une catastrophe à ce moment-là. Euh, donc, c'est depuis cette date-là que je m'exprime sur les réseaux sociaux. J'ai ouvert un compte Facebook 1 ou 2 ans après. OK. Ça veut dire que même dans tes prises d'expression sur les réseaux sociaux, si on retournait dans le passé, on verrait ta transformation de Ah oui, publication et de discours. certainement, oui. All right, all right. Puis là, excuse-moi, je t'ai comme coupé dans ton truc. Donc, là, tu t'en allais à 2020. Et là, il y a eu quelque chose d'autre en 2020, je pense que tu allais dire, qui t'a marqué. Oui, ben, j'ai été victime de la Ah, culture c'est ça. de l'annulation. Alors, il y a un militant d'extrême gauche que je ne nommerai pas ici, qui a trouvé mes publications sur les réseaux sociaux, puis qui a monté un dossier. Euh, et puis, ce que je dois dire ici, c'est que bon, je suis homosexuel, je travaillais dans un établissement homosexuel, et OK. alors il a fait un recueil de mes publications où il a trouvé évidemment des propos jugés transphobes, même jugés homophobes, et d'extrême droite. Alors, OK. il a monté un dossier contre moi pour inciter des gens à appeler à mon renvoi de l'établissement où je travaillais. Right. Il y a une grosse période là, dans les années 2018-2020 ben, j'imagine qu'il y a encore beaucoup de ça, mais dans ce temps-là, j'étais plus conscient de cette espèce de technique de doxing là, au Québec là, avec certains intervenants principaux, là, justement. Là. Fait que toi, t'as reçu les contre-coups de ça, puis comment ça s'est passé en fait? Comment tu as vécu ça? Euh, ben, sur le coup, ça m'a saisi parce que je ne l'ai vraiment pas vu venir. OK. Je faisais vraiment bien attention, moi, de dissocier les propos que je pouvais tenir au travail, avec mes collègues de travail, et puis ce que je pouvais tenir, moi, en tant que citoyen indépendant de mon emploi. Ouais, ouais. Il y a comme tout un devoir de réserve que je me suis toujours imposé au travail. Je suis au service d'une entreprise, mais dès que je suis sur les réseaux sociaux, ben, c'est moi-même. Il y a plus de. Fait que je faisais bien attention quand même de jamais parler au nom de mon employeur, de dissocier les deux choses. Euh, je pense que ce qui m'a. Ils ont trouvé des. Moi, je me définis comme anti-LGBTQ+. Alors, c'est OK. sûr que ça, pour ces militants de gauche, et même pour des gens ensuite dans mes collègues de travail potentiels, peut-être j'engage personne, mais dans les gens qui sont LG, B ou T, à prime abord, ils peuvent penser que c'est quelqu'un qui veut les tuer d'extrême droite ou Dieu sait quoi. Ouais, Je ne sais ouais, pas à quoi ça leur fait penser quand on leur dit anti-LGBTQ+. Pour moi, c'est une opposition à l'idéologie, évidemment pas aux individus. OK, bon, on va explorer ça après. Puis, dans le fond, puis tu sais, honnêtement, je sais pas si tu veux parler dans les détails de ça, mais as-tu eu des répercussions concrètes, en fait, finalement, sur ta vie, sur tes emplois, sur ton revenu même, ou ça a réussi à être contrôlé, puis tu as réussi à.
à passer par-dessus ce moment-là, hein? Ben, je suis passé par-dessus, mais j'ai dû me réorganiser, me réorienter. C'est sûr que maintenant, je donnerais très peu d'informations parce que je veux pas qu'on me refasse le même coup une deuxième fois. Ouais, non, c'est ça. Fait que ben, je peux comprendre que ça doit pas être évident. Puis comme tu dis, tu t'es réorganisé pour être sûr que ça t'arrive plus. Surtout en plus que là, tu publies un petit peu plus officiellement. Fait que comme tu dis, pour faire le wrap-up un peu avec ton aspect plus biographique, ça fait combien de temps que tu publies des textes sur Québec Nouvelle? Ça, en fait, c'est l'organe de publication de Philippe Soro-5 Mars, si je me Oui, c'est trompe ça. pas. C'est ça, hein? Oui, oui. Donc, ça fait combien de temps que tu t'es associé avec lui puis que tu l'aides dans ses publications? Ça fait 3 ans que je suis contributeur. Ouais, fait que c'est quasiment depuis le début, je pense. Il a commencé ça quand, lui? 2021, quelque chose comme ça? 2022? Ça, je peux pas dire exactement, mais c'était déjà commencé depuis un bout, il me OK. semble, mais je pourrais pas te donner la date. Mais c'est post-pandémique, son affaire, me semble, là. C'était après Oui, 2020, ouais, c'est ça. je pense que oui, oui. OK, cool. Ben, on aime bien Philippe. Je l'ai reçu une fois à l'automne 2020 d'ailleurs. Puis, il faudrait peut-être qu'on y reparle. Puis, on avait fait un pari ensemble, je m'étais dit, mais en tout cas, bref, pas important. Mais revenons, fait que, donc, ça exactement. Fait que là, tu en es aujourd'hui où est-ce que là, tu es officiellement quelqu'un de droite, conservateur, même populiste, etc. Est-ce que, là, j'imagine que toi, tu as eu toute une évolution personnelle. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que, tu sais, tu te sens-tu, genre, stable dans cette position-là, mettons, par rapport à tes valeurs, tes idées? Est-ce que tu, j'imagine, est-ce que tu penses qu'il y a place à du mouvement futur, tu sais, de redevenir plus à gauche, potentiellement, ou tu sens que tu es vraiment conservateur, fixé et que c'est vraiment, ta place idéologique? Je pense que je suis vraiment conservateur fixé. Euh, et j'ai beaucoup plus remis en question toutes mes positions qui m'ont mené à mon positionnement actuel, tandis que quand j'étais dans la gauche radicale, il y a beaucoup de choses que j'acceptais ou que j'admettais parce que ça faisait partie du package deal Ah, ouais. de gauche. Donc, il y a des choses que je ne remettais pas en question. Euh, Puis je me suis mis à repenser point par point à toutes sortes d'enjeux. Et donc, j'ai l'impression que je suis vraiment conservateur pour de bon. Surtout que le- j'ai vraiment beaucoup plus approfondi les notions de libéralisme et de conservatisme. Et c'est clair que je suis conservateur, que je ne suis pas un libéral. Alors que j'aurais pas pu répondre à... Je m'étais jamais posé ces questions-là quand j'étais de gauche. Ça allait de soi, je suivais le troupeau, si on veut, mais je ne m'étais pas posé autant de questions. Ouais, ouais, non, je comprends. Tu sais. Puis quand on est jeune, en plus, à ces âges-là, on a l'impression qu'on connaît plein de choses, mais tu sais, c'est juste avec 5 10 ans de recul que tu fais oups. Ouais, dans le fond, j'avais pas réfléchi tant que ça à, à ce que je pensais. Fait que sautons dans quelques trucs. D'ailleurs, ben, tu parles t'as réfléchi et t'as réfléchi aux définitions des choses et tout ça. Fait que pour toi, c'est quoi être conservateur? Est-ce que c'est la même chose qu'être de droite? Et comment tu définirais l'un ou l'autre ou les deux, et selon toi, à ce niveau-là? Ouais, alors, les, les notions de droite-gauche, elles peuvent impliquer énormément d'éléments différents. Mais le conservatisme, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qu'on va classer à droite, en tout cas sur l'échelle des valeurs, sur l'échelle sociale. Euh, et je pense qu'on pourrait être, à la limite, quelqu'un pourrait être un conservateur de gauche économiquement et socialement conservateur. Je pense que c'est un cas de figure qui existe. Et j'ai souvent trouvé que Marine Le Pen était un peu dans cette catégorie-là. Hmm. Euh, Et donc, ben, juste rapidement, économiquement de gauche, donc, mettons économiquement de gauche, tu verrais ça comment, juste très, très rapidement, mettons, comparativement, parce qu'économiquement de droite, on a la droite économique, baptisée parfois droite de Québec, là, tu sais, qui sont droites, mais mettons quelqu'un économiquement de gauche, comment tu classerais ça, toi? moi, je verrais ça avec plus d'intervention de l'État pour maintenir une forme d'égalité. OK. Tandis que la droite économique pure, à mon avis, elle veut qu'il y ait le moins de réglementation possible et que ce soit vraiment un laisser-faire économique. Right. Donc plus d'impôts, exemple, l'impôt aux riches. Donc, un peu la question économique qui se rapproche de Québec solidaire, Parti québécois, certainement. Donc, puis là, globalement, le Québec est probablement plus économiquement à gauche, euh, Ah oui. généralement parlant.
Et donc, c'est un peu là le combat droite-gauche économique, justement, entre cette droite dite de Québec et l'aspect économique plus large du Québec. OK? Et pour revenir au l'aspect conservateur, donc quelqu'un qui serait, donc comme Marine Le Pen, comme tu dis, qui serait conservatrice, quelle serait, selon toi, la définition de conservatrice qui te rejoint comme conservateur, même si elle est économiquement à gauche, si on oublie l'aspect économique? Ben, c'est d'être ancré dans la tradition nationale de son pays, de vouloir préserver ce qui fonctionne et préserver les traditions parce qu'elles ont fonctionné. Euh, et aussi de s'opposer un petit peu ou carrément à- au gouvernement des juges et au gouvernement par les chartes. Parce que Hmm, dans ça, c'est les intéressant. régimes libéraux, maintenant, le Parlement, il est quand même assujetti aux chartes. N'importe quelle loi votée au Parlement peut ensuite se faire invalider par un juge d'après son interprétation des chartes. Et puis dans le conservatisme, il n'y a pas cette restriction. On ne place pas les chartes des droits au-dessus de tout. On peut les garder, mais elles vont être quand même. C'est pas elles qui vont être placées au premier plan de toutes les décisions. OK. Est-ce que là, laisse-moi, là, je brainstorm avec toi. Est-ce que tu places une opposition entre, exemple, Canada et États-Unis? Est-ce que les États-Unis font autre chose que de placer les chartes? Est-ce que tu parlerais que ce serait, mettons, la Constitution qui primerait sur les chartes, par exemple, de ce que j'ai l'impression qui est le cas au Sud? Est-ce que c'est un peu là que je te suis-tu à la bonne place présentement? Ben, disons, le Canada a une constitution ultra-libérale. Donc, même si on avait un gouvernement conservateur, on ne pourrait pas changer grand-chose. Euh, L'exemple parfait, c'est en 2015, il me semble, quand cette Pakistanaise, je pense qu'elle s'appelait Zunera Ishak, peut-être que je massacre son nom, je suis désolé si c'est le cas, Oh, mais c'est-tu le serment? en, avec le niqab. Ouais, 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 ouais. Elle n'était même pas citoyenne. Et elle a actionné le gouvernement du Canada, qui à l'époque était l'administration Harper, Ouais. et elle a gagné. Ça, c'est quelque chose, ça. Ouais. Et puis évidemment, comme il y a eu des élections en 2015 et que Trudeau a gagné, ben alors le gouvernement Harper était plus en position pour amener ça en appel. Si Harper avait gagné en 2015, le combat aurait pu continuer. Mais on a vu tout de suite l'administration Trudeau, ils ont félicité cette femme-là. Ouais, je me souviens. Ouais. Mais même avec le gouvernement Harper, euh, le gouvernement des juges lui avait donné raison. Elle n'était même pas citoyenne, vu que Donc là, c'était pour redevenir citoyenne qu'elle voulait prêter serment. ouais, c'est ça. Donc, pour les gens qui s'appellent, c'est ça. Donc, elle était nouvelle arrivante et puis là, c'est son serment de citoyenneté canadienne qu'elle voulait prêter avec son voile intégral, finalement, musulman. Et les gens étaient comme, ben là, en théorie, ton serment de citoyenneté devrait se faire à visage découvert pour qu'on voit que c'est bien toi, etc. Puis là, il y a eu cette poursuite-là et là, donc, dans le fond, le juge qui a jugé la cour c'est basé sur la droite, pas la droite, excuse-moi, la charte des droits et libertés canadiennes qui donnait primauté à sa liberté individuelle de porter son symbole religieux finalement là-dessus. Et là, si je te suis dans ça, ce que tu dis, c'est que si le juge avait eu comme dogme finalement ou comme direction de ne pas se fier à la charte en premier, mais à d'autres choses, comme à une autre constitution potentiellement, à d'autres formes de documents qui primeraient sur cette charte-là. Donc là, évidemment, le juge aurait été porté à prendre une autre décision. Et c'est un petit peu ça que tu dis à ce niveau-là. Oui, en tout cas, un juge aurait quand même eu plus de. On aurait pu s'attendre à quelque chose d'autre, tandis qu'avec la Constitution canadienne, c'était presque d'une évidence qu'un juge à la Cour suprême allait prendre cette décision-là. Est-ce que techniquement, tu sais qu'est-ce que dans la Constitution canadienne, et puis là, je sais c'est technique au bout, mais tu sais, donne la référence au juge de faire, OK, je vais toujours faire primer la Charte des droits et libertés, mettons, individuelles, avant autre chose qui pourrait. Tu sais, je sais même pas. Tu sais, je connais même pas le document, tu sais, de la charte
de la Constitution canadienne, tu sais, tant que ça, tu sais. Fait que je peux même pas dire, tu sais, y a-tu des éléments qui devraient être mis en premier plan ou pas? Je sais pas à quel point tu as exploré ça, là, mais. Euh, vraisemblablement pas assez bien pour l'expliquer, Ouais, mais non, mais ça, c'est. c'est à partir de 82, quand Pierre-Éliott Trudeau a rapatrié la Constitution, c'est lui qui a enchâssé la Charte des droits et libertés dedans, puis aussi la notion du multiculturalisme. Fait qu'on, maintenant, on est vraiment prisonnier de ça au Canada. Et pour moi, ça en fait la pire constitution de tous les pays d'Occident. On Principalement à est, cause de ces points-là. oui, oui. Non, je suis pas en désaccord, en fait, parce que ça amène vraiment des drôles de priorités, en fait, qui sont pas des priorités, dans le fond, de la population nationale, finalement, qui sont des priorités de toutes les nations, quasiment à l'intérieur de notre pays, que j'ai envie quasiment de dire pseudo-pays, mais c'est à se le poser quasiment comme question de qu'est-ce que c'est le Canada, finalement, tu sais. Mais c'est toujours la liberté individuelle qui prime sur le bien commun. C'est ça le problème. Et puis, il y a comme une dérive. Il me semble que c'est de plus en plus un progressisme juridique qui est mis en place au Canada. Il Ouais, me ouais. semble que ça s'en va dans une direction. Le progressisme, c'est un vecteur, hein, c'est une direction. Je pense que ça continue, ça continue. Euh, Puis là, maintenant, c'est absolument inimaginable. On est rendu avec une case autre sur les documents officiels, mais qui est sous la mention sexe. C'est même pas une nouvelle mention genre. Sous la mention sexe, il y a, je pense que des fois c'est masculin, féminin ou autre, ou homme, femme ou autre. C'est complètement insensé. Ouais, pour les gens qui sont curieux par rapport à ça, j'ai parlé avec François Chapelot, épisode 2, j'ai envie de dire, professeur de biologie. Puis lui, justement, lui, il militait toute l'année dernière contre ça, en fait. Et puis, il essayait de faire comprendre dans les audiences, en fait, publiques par rapport à ces choses-là que, ben non, mais tu sais, OK, allez avec le genre si vous voulez rajouter quelque chose, mais le sexe, la notion de sexe, il y en a juste deux. Ça, c'est binaire, malheureusement. Et scientifiquement, on n'a pas d'autres sexe, il n'y en a pas de troisième, donc il faut qu'on puisse classer les gens comme mâle ou femelle, ou homme ou femme, tu sais. Fait que non, c'est clair. Puis tu sais, c'est intéressant ce que tu dis, la notion de progrès qui est un progrès finalement sans fin, mais c'est exactement ça. Moi, j'ai tout le temps- quand les gens se qualifient de progressiste, je suis comme OK. Mais j'ai tout le temps envie de me demander, en fait, tu veux progresser vers quoi finalement, tu sais? Parce que moi, je suis pour le progrès. Qui n'est pas pour le progrès, tu sais? Mais en fait, si tu veux progresser, tu veux avancer, parfait. Mais c'est vers où? C'est quoi l'objectif final, tu sais? C'est ça des gens, mettons, si on prend le projet Québec solidariste ou de gens plus militaires de gauche, j'ai de la misère à comprendre c'est quoi le projet finalement vers lequel on veut progresser. Tu as l'impression quasiment qu'il n'y en a pas finalement. C'est juste progresser pour progresser. Des fois, tu te poses la question, tu sais. Il y a une déconstruction. Moi, je pense qu'ils veulent progresser vers une déconstruction presque Ouais. générale de tous les repères, de toutes les traditions, parce qu'ils sont antinationalistes. Donc, ils sont, en général, ça aboutit toujours aux frontières ouvertes. Même les altermondialistes auxquels je souscrivais, les altermondialistes, ils se distinguent des antimondialistes parce que eux, ils n'aimaient pas la libre circulation des capitaux, mais ils n'avaient aucun problème avec la libre circulation des individus. Je dis avait parce que je suis sûr qu'ils existent encore, les altermondialistes, mais il me semble qu'on en entend moins parler. Tandis que je sais pas qu'il y avait des sommets du G7, il me semble, il y a 15 ou 20 ans, il y avait toujours des grosses manifestations menées par les altermondialistes, donc des gens de gauche. Ouais, ouais. Ben, genre, pour moi, ça, c'est quasiment un peu une faction de ce qu'on appelle maintenant, ben, en tout cas, je sais pas si toi tu utilises ce terme-là, mais les globalistes, là, tu sais, d'une certaine façon, là, c'est Oui, oui, le globe est uni dans l'économie partout. Euh, Non, en fait, c'est pas ça que tu dis. Donc, toi, tu dis les altermondialistes, eux, ils étaient pour la libre circulation des humains, mais pas du capital. c'est ça. Ça, ok, excuse-moi. OK. Fait que non. Mais on a bien vu que quand ils sont acculés au pied du mur et qu'il y a un choix électoral à faire, eh bien,
ils vont se ranger du côté des mondialistes. Ouais, c'est ça. OK. Ils le font. Ils appellent à voter Macron, ils appellent à voter pour le Parti démocrate. Et ils diabolisent les anti-mondialistes, qui sont des populistes que eux considèrent d'extrême droite, surtout parce qu'ils sont nationalistes. C'est ça, exact. Qui est ça, le côté Trump? On pourrait amener Poilievre là-dedans à un certain niveau, Maxime Bernier, potentiellement Duhem aussi, là, tu sais, d'une certaine façon, mettons au Québec. Là, je ne sais pas à quel point je suis pas assez Duhem pour connaître ses valeurs au niveau international, un peu plus en cette direction-là. Donc, toi, en fait, dans ce paysage-là, est-ce que tu as un accroche politique au Québec présentement dans dans ce que tu vois sur le paysage, est-ce que tu te considères comme un conservateur, le Parti conservateur du Québec, ça fait-tu ton affaire? Est-ce que tu te considères orphelin politiquement ou y a-tu quelque chose que tu vois dans ça qui te plaît? Je trouve que l'offre politique au Québec est très déficiente. Et malgré l'ajout du Parti conservateur du Québec dans l'équation, maintenant c'est un parti, c'est un joueur. Avant c'était vraiment un parti marginal. Maintenant on peut s'attendre à ce qu'il soit représenté à l'Assemblée nationale à partir des prochaines élections. Ouais. Euh, Puis le Parti conservateur du Québec, je le vois plus comme un parti libertarien, au sens américain du terme, qu'un parti conservateur. Euh, je ne trouve pas que c'est un parti très nationaliste non plus. Alors, je me sens quand même orphelin parce que il y a des points du Parti conservateur avec Éric Duhem que j'apprécie beaucoup, mais il y a d'autres points où je trouve que c'est pas assez nationaliste, c'est pas assez conservateur. Euh, je suis indépendantiste. OK. S'il y avait un parti vraiment nationaliste, de façon assumée, puis qui n'était pas, qui se mettait pas l'étiquette indépendantiste ou qui parlait pas de référendum, je pourrais les appuyer si vraiment ils allaient mettre en place des politiques vraiment autonomistes ou s'ils allaient vraiment rapatrier des pouvoirs d'Ottawa. François Legault, comme il se présentait en 2017-2018, on aurait pu croire qu'il allait faire ça, Ouais. qu'il allait être un de ces nationalistes, mais pas indépendantistes, puis qu'il allait essayer de rapatrier plus de pouvoir. C'est d'ailleurs, à mon avis, le chemin qu'il faudrait prendre pour accéder à l'indépendance, c'est d'aller chercher petit à petit le plus de pouvoir possible. Donc, tu fais Mais partie c'est de pas ce qu'on peut appeler les étapistes, les étapistes souverainistes, si on veut, ou indépendantistes. ben, disons, si on pouvait d'abord aller rapatrier l'impôt complètement, ça serait déjà une chose. Il y a plein de ces choses-là qui seraient possibles, mais à condition d'avoir un gouvernement conservateur au fédéral. Parce que je vois mal les libéraux fédéraux permettre de décentraliser l'appareil. Eux, Ouais. ils veulent centraliser encore plus. Mais bon, pour revenir au Québec, c'est ça. J'aime bien, j'aime bien Éric Duhem quand même. Je l'aimais, je l'aimais encore mieux, je pense, quand il était chroniqueur ou quand je l'entendais s'exprimer avant qu'il soit chef de parti. J'ai l'impression que maintenant, l'establishment du parti le restreint un peu par rapport à ce qu'il pouvait dire avant. C'est sûr que sa position sur toutes les questions LGBTQ+, je suis tout à fait d'accord avec lui. Tout à fait. Là. Ouais. Puis même pour les questions strictement G, euh, on a d'autres combats plus importants maintenant que la cause des gays et lesbiennes. Je veux dire, on a la meilleure acceptation sociale qu'on n'a jamais eue dans toute l'histoire du monde. Donc, on pourrait justement essayer de se faire oublier un petit peu pour pas justement finir par agacer la majorité qui ont été quand même très tolérantes et très acceptantes. Donc là-dessus, Wow. Et ce que je suis tu avec dis, Éric Duhem. c'est quand même frappant ce que tu dis pour moi, provenant en plus de toi qui a vécu t'as vécu en fait cette transition-là, cette acceptation-là de ton vivant, tu sais, en fait, là, des années 80 jusqu'à aujourd'hui, en fait. Donc, moi, je trouve ça. En fait, tu sais, moi, bon, moi, je suis hétéro, je suis un cis hétéro normatif, là, tu sais, appelle ça blanc, dominant, patriarcal, whatever. Mais je trouve ça hot ce que tu dis parce que c'est des choses qu'on n'entend pas beaucoup, tu sais, qu'on n'a pas entendu beaucoup, même si là, il y a quelqu'un comme Éric Duhem qui en parle plus un petit peu puis qui incorpore un peu cette idée-là que, ouais, non, mais tu sais,
on a eu des avancements, tu sais, on a été accepté, la société du Québec est quand même très tolérante à ce niveau-là. Et là, ça fait le lien avec ce que tu disais tantôt, fait que j'aimerais ça que tu approfondisses un peu ta vision là-dessus. Donc, tu te disais anti-LGBTQ+, et là, tu viens de reconnaître un peu les avancées qu'il y a eu pour l'aspect LG, si on veut, donc lesbienne, gay. Donc, où est-ce que tu deviens anti, en fait, dans ce drapeau multicolore-là, si on veut? Donc, où est la ligne que tu as décidé que tu mettais ton pied là et que de l'autre côté, oups, non, ça, je ne vais pas là. Mm. Ben, il y a deux lignes, mais la première, c'est le TQ+. Euh, Donc, trans, queer, etc. oui, OK? il y a des personnes trans aussi qui mettent cette même ligne-là, parce que le transactivisme, il va au-delà du droit des personnes transgenres. Il y a des personnes transgenres qui sont anti-LGBTQ+, autant que je peux l'être, comme la YouTubeuse Blair White, par exemple. Ouais, ouais. Et puis, il y en a d'autres, là. Donc, juste là, premièrement, parce que ça n'a pas rapport. Même la cause transgenre, si elle n'était pas défendue par le transactivisme, elle n'aurait pas de raison d'être amalgamée avec la cause des LGBT. On n'amalgame pas les droits des handicapés avec les droits des Noirs, même si on est pour les droits de ces deux groupes. Ça n'a juste pas rapport. Oui, il y a des personnes qui vont être handicapées et de race noire, tout comme il peut y avoir des personnes qui sont homosexuelles et transgenres, mais il y a beaucoup de personnes qui sont transgenres et hétérosexuels. Donc, ils n'ont pas du tout de lien avec l'orientation sexuelle. Ça n'a pas de raison d'être amalgamé. Hmm. Alors, déjà ça. Ensuite, dès qu'on met le Q+, c'est du délire. Pour moi, c'est du délire. Je veux dire ça. Donc, dès qu'on met... déjà, si les droits des trans, ça serait quelque chose si c'était défendu de façon, à mon avis, qui est acceptable. J'aime pas employer ces mots-là, mais c'est parce que c'est tellement subjectif. On ne devient pas ce à quoi on s'identifie. Et on ne peut pas forcer les autres à reconnaître ce à quoi on s'auto-identifie. Si on part de ce principe-là, Qui est l'aspect du transgenrisme, dans le fond, que tu mets en valeur ici, là, le défini aujourd'hui, tu sais, la personne qui se sent femme, qui se sent homme et qui veut vivre sa vie alors qu'elle est née homme comme une femme. Donc, cette espèce de subjectivité-là, de se sentir comme l'autre sexe. Donc, ce que tu dis, on ne le devient pas. Donc, biologiquement, finalement, si je te suis bien, on le devient mentalement, il n'y a pas de problème avec ça, mais dans la réalité physique, matérielle, on ne devient pas l'autre sexe, dans le fond. Tu sais. mais même le devenir mentalement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être mentalement un homme ou une femme? C'est que ça repose sur des concepts qui sont absolument abstraits et qui ne sont pas du tout observables. Ouais. Maintenant, pour moi, si un homme veut s'habiller en femme, oui, se présenter en tant que femme en société, moi, à ce niveau-là, je suis très libertarien. Au niveau ce que les gens font dans leur vie privée ou comment ils s'habillent, ça, c'est pas mon souci. Mais c'est la façon dont on veut imposer des notions qui sont complètement subjectives à l'ensemble de la population. Euh, donc, des TQ+. Puis ensuite, j'ai aussi des problèmes avec le LGB, en ce sens que à un moment donné, on ne peut pas avoir de l'homophobie systémique partout. Parce qu'il y en a qui, même dans le LGB, il y a quand même des militants qui sont très à gauche, puis qui voient encore de l'homophobie systémique partout. Ouais. Euh, alors que c'est impossible maintenant d'allumer la télévision, puis qu'il n'y ait pas au moins un personnage homosexuel dans un film ou une série. C'est partout. C'est pas nécessaire que ça soit autant. Euh, Pour moi, ma position, c'est si la société peut atterrir quelque part entre la tolérance et l'acceptation sociale, on est dans un bon endroit. Mais dès qu'on veut prescrire l'homosexualité comme un bon modèle, là, ça va trop loin. On n'a pas à le prescrire comme quelque chose de bon ou même de meilleur. On n'a pas à le célébrer. On force la société au complet à célébrer l'orientation sexuelle homosexuelle pendant tout un mois, tout le mois de juin à chaque année. Ouais, ouais. Ça n'a pas sa raison d'être. Et premièrement, il y a un risque d'agacer tout le monde, et d'ailleurs, on le voit. Hein, euh, c'est des choses sur lesquelles, bon, on nous accepte, ben, tant mieux. Puis
Mais il y a beaucoup d'homosexuels, puis je pense qu'ils sont un petit peu encouragés à s'identifier comme homosexuels, comme si c'était vraiment la pierre angulaire de leur personnage, leur orientation sexuelle, alors que si on regarde les hétérosexuels, ils ne se définissent pas d'abord par leur orientation sexuelle, c'est une composante parmi tant De d'autres, l'identité, c'est ça. Ouais. et c'est loin d'être la première, ni la deuxième, ni la troisième. La plupart des gens sont bien des choses avant d'être leur orientation sexuelle. Ouais. Donc, même avec les LGB, j'ai un petit problème quand ça devient trop militant. C'est sûr que si on arrive vraiment à des reculs graves, mettons, on interdirait qu'il y ait des bars gays, on interdirait que des gens n'aient pas le droit d'exercer un emploi parce qu'ils sont. C'est sûr que là, il faudrait de nouveau réagir, mais on n'est pas là. On est vraiment plus en 1950 ou en 1960. On est vraiment ailleurs. Et puis je trouve qu'on est même allé trop loin et il y a un risque de retour de balancier si on continue de pousser. D'ailleurs, on est déjà dans le retour de balancier. Je pense en tout cas, on est sur la limite, là. Tu sais, s'il n'y a pas de retour, le balancier, il accote, là, tu sais, puis c'est comme si tranquillement, et puis il est en train de revenir un petit peu, mais je trouve ça vraiment cool ce que tu dis. Est-ce que tu penses que ton, j'imagine que tu as certains contacts avec une forme de communauté homosexuelle, est-ce que ton point de vue est marginal ou il est partagé quand même par une certaine partie de la communauté, selon toi, de la façon que tu viens de décrire ça? Même des gens qui seraient peut-être pas conservateurs, tu sais, j'imagine qu'il pourrait y avoir des gens qui sont plus de gauche socialement et tout ça, mais pour qui l'activiste, il voit que ça prend trop de place, peut-être aussi. Je sais pas. Je pense que oui. Je pense qu'il y en a. Mais c'est peut-être pas des gens qui sont, entre guillemets, dans la communauté. C'est peut-être juste des gens qui sont plutôt des individus qui sont homosexuels, mais qui sont peut-être pas particulièrement attachés à la communauté. Euh, Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par communauté, bien Ouais, c'est sûr. ça, tu sais, C'est des gens qui sont certainement assez détachés, probablement, de la culture gay. Mais peut-être pas. ouais. Mais c'est sûr il y en a beaucoup. Il y a quand même beaucoup de LGBT qui sont opposés à tout le progressisme inclusif LGBTQ+. Ça, il y en a beaucoup. Parce que de la façon que tu le décris, tu sais, je trouve ça super. C'est frais, en fait. C'est fresh, dans le sens que tu sais, c'est une perspective qui me semble authentique et logique et rationnelle, mais pas fermée non plus. Tu sais, dans le sens que. Puis la chose que. Si je vais revenir à ça un peu, quand tu as dit, il y a une espèce de transition au moment où est-ce que on a eu, tu sais, ce pourquoi. Un peu comme le féminisme des années, justement, 50, 60, jusqu'à avant la Révolution tranquille, la première vague de féminisme. À un moment donné, les femmes ont eu quand même, tu sais, presque toutes. Là. Il y a la question des salaires aujourd'hui qui est encore un petit peu touchée. C'est surtout en fait par rapport au congé de maternité, etc. Tu sais, mais ce serait dur aujourd'hui de dire, en tout cas pour quelqu'un comme moi, vraiment qu'on traite les femmes comme des citoyens de seconde zone au Québec, là, tu sais, je pense. Là. Ce serait difficile à argumenter, même s'il y en a qui ont l'air de le faire quasiment encore sur plusieurs tribunes aujourd'hui. Mais donc, toi, ce que tu disais, c'est ça un peu. Donc, les homosexuels, dans le fond, les gays, lesbiennes, vous avez eu beaucoup de gains de reconnaissance. Et là, tu disais que l'aspect que ça devient, c'est comme s'il y a une deuxième vague de revendications qui s'est mis dans le mix LGBTQ+. Et là, c'est l'aspect d'agacer, de tanner les gens. C'est ça qui m'a marqué tantôt un petit peu. Puis là, tu parles du retour du balancier, c'est un petit peu la même chose. Et donc là, tu sens, toi, que cet agacement-là dont tu parles est là présentement. Est-ce que tu penses que c'est un peu ça qu'on a vécu pendant la pandémie, toute la question de les comptes là, tu sais, dans les garderies, les écoles primaires, l'heure du compte là, tu sais, avec Barbada, etc. Puis là, que les gens, manés sont comme, ben là, wow, là, tu sais, parce que là, ça a été étiqueté comme étant justement d'extrême droite, mais tu sais, complotiste en même temps, les gens qui disait ah, il s'imagine qu'il y a un agenda international pour forcer les trans dans la bouche de nos enfants. Tu sais, fait que là, ils ont comme critiqué ces gens-là de cette façon-là. Mais en même temps, moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu, comme tu le décrivais, une espèce de relent de balancier de plusieurs années de toujours vouloir gratter un peu plus, puis célébrer énormément, comme tu disais, la célébration un peu à outrance de la minorité sexuelle. Donc, où est-ce que tu penses qu'on en est présentement, si tu peux approfondir ta vision de la situation actuelle? D'envoyer des drag queens
lire des contes, et c'est pas des contes, c'est pas les contes de Perrault qui vont lire aux enfants, c'est des contes progressistes avec les thèmes LGBTQ+. Là, on parle de transgenrisme, on parle d'orientation sexuelle dans ces contes-là qui vont lire à des petits-enfants de 5, 6, 7 ans. Et pour moi, on n'a pas à leur parler de sexualité à cet âge-là, que ce soit de l'hétérosexualité ou de l'homosexualité. Est-ce qu'on peut laisser les enfants être des enfants? Euh, à mon avis, il n'y a pas sa place pour aller parler de sexualité à l'école ou dans des bibliothèques à des enfants d'âge préscolaire de 4, 5, 6, 7 ans. Donc pour moi, ça c'était le militantisme ne s'était jamais encore attaqué aux enfants. Évidemment, c'est une ligne à ne pas franchir. Les gens les plus tolérants, à un moment donné, quand on va dire à leurs enfants de 6 ou 7 ans qui sont peut-être du sexe opposé, ou qui sont peut-être ni garçon ni fille, ou que c'est bien d'être dans une relation homosexuelle. Je veux dire, ils n'ont pas à dire que c'est bien d'être dans une relation homosexuelle à des enfants de 5, 6 ou 7 ans. Ils ont, c'est trop jeune pour. On n'a pas à aller au-devant. Si les enfants posent des questions, il faut répondre aux questionnements de l'enfant, mais là, cette militance-là, elle va au-devant. Ce n'est pas un âge où les enfants sont encore préoccupés par ces choses-là. Alors, c'est sûr que ça crée ce. Mais là, on est vraiment allé trop loin. Il y a des militants de carrière hein, pour toutes les causes. Et pour moi, il y a beaucoup d'associations gays, tout simple, sans parler du TQ+, Ouais. que même à partir du moment où il y a eu le mariage homosexuel, qu'est-ce qu'ils ont de plus à revendiquer, eux? Il n'y a plus grand-chose à revendiquer au-delà de ça. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben, ils peuvent continuer à avoir de l'homophobie systémique et de lutter contre une homophobie fantasmée, parce que ça va justifier leur militantisme. Euh, un autre point, la drag queen. La drag queen, c'est pas quelqu'un de trans. Hein. C'est un personnage de scène, et puis quand il termine sa représentation, ça devient un homme homosexuel. Ben, pour la plupart, ce sont des hommes homosexuels. Il n'y a pas beaucoup d'hommes hétéros qui sont des drag queens, même si c'est possible qu'il y en ait. Ouais, ouais, ouais. Euh, et donc, c'est des hommes homosexuels habillés en femmes qui vont promouvoir l'agenda transgenre dans les écoles, d'une part. Et d'autre part, un autre problème que j'ai avec le. On nous met souvent la drag queen comme mascotte, alors que bon, c'est une caricature de la femme qui peut être quand même qualifiable de misogyne dans certains cas. Là, tu Avec... parles de l'habillage en tant que tel, le oui, costume vraiment de la oui, drague, c'est très stéréotypé finalement, là, tu sais. oui c'est ça. Bon, je peux comprendre que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Ça peut être vu comme des clowns aussi, bon, mais ça n'a pas à être la mascotte de tous les LGB. Et c'est souvent le cas. Hein. Cette année, je regardais ça, les activités de la fierté, du Festival de la fierté à Montréal, auquel je participe aucunement, je me dissocie complètement de tout ça. Je OK. regardais les affiches, et puis c'était que des drag queens ou des personnes trans, ou des femmes hétérosexuelles, ou des lesbiennes, mais c'était très, très féminin, très drag queen. C'est ça qu'on met de l'avant pour représenter les homosexuels et les lesbiennes. Alors que c'est. Ouais, c'est ça. Fait que même quelqu'un comme toi, finalement, ne se sent pas représenté, dans le fond, dans ton homosexualité la plus normale et décomplexée et acceptée, somme toute, en société. Là, tu sens que tu n'es même plus représenté dans cette gang-là, finalement, parce qu'on on met de l'avant. C'est comme si on met de l'avant toujours la nouveau poster boy ou poster girl de la nouvelle minorité à mettre de l'avant finalement, dans le fond, pour aller chercher un petit peu plus. Je sais pas si c'est l'attention, l'émotion, même le flash avec l'aspect drague, tu sais, mais là, on met de côté les lesbiennes, on met de côté les homosexuels, et là, il reste finalement juste les dragues, les trans et je sais pas quoi d'autre un jour qui viendra après. Espérons que non. Mais, Ah ouais? ouais. Mais là, je pense qu'ils ont frappé un mur. Il y a vraiment. En tout cas, on le voit aux États-Unis maintenant. Il suffit qu'il y ait un gouvernement vraiment conservateur, comme c'est le cas aux États-Unis, qui vienne mettre halte à tous ces mouvements-là. Mais ça, au Canada, c'est pas avec d'arriver, pas avec la constitution qu'on a.
Ouais, c'est ça, à moins que Trump soit le sauveur de la planète, mais ça, c'est toute une autre discussion à suivre pour le reste. Mais c'est très intéressant, en fait, vraiment tout ça. Fait que là, écoute, ça m'amène en fait à euh, ramener ça un peu sur ta vision plus large par rapport à, parce que là, bon, tu sais, comment je pourrais dire ça? Tu sais, je repensais au discours, pas au discours, mais au conte, à l'heure du conte, tu sais, avec les drags ou les trans, ben, c'est plus les drags, en fait, l'heure du conte, c'est avec les drag queens, finalement. Ouais. Mais les gens pourraient penser que, tu sais, l'idée d'être anti quelque chose, en fait, non, mon lien est trop boiteux, mais j'essaie, en fait, de faire un lien avec la liberté d'expression, parce que c'est comme tout un peu en même temps quand il y a l'activiste, la culture de l'annulation, de la cancellation qui vient un petit peu en même temps, et tout ça devient un peu une question de liberté d'expression, tu sais, qui était un peu un des sujets principaux pourquoi je t'avais demandé de venir discuter. Donc, tu sais, je pense pas qu'il y ait nécessairement un lien fluide avec ça, mais ramenons ça à la liberté d'expression, en fait. Qu'est-ce qui, pour toi, est venu te chercher avec la question de la liberté d'expression? En lien avec ton expérience de vie et pourquoi tu en as été, suite à l'attentat de Charlie Kirk, à faire ce statement-là, qui la liberté d'expression est insuffisante au Canada. Tant qu'à moi, rien de moins que le premier amendement des États-Unis n'est acceptable. Parce que je dirais, j'imagine que tu ne te sens pas que tu manques de liberté d'expression, peut-être au Canada. Tu sais, on pourrait argumenter que tout le monde peut dire ce qu'il veut au Canada quand même. On se fait pas emprisonner pour nos propos, j'ai l'impression. Quoique là, en Angleterre, il y a des affaires d'un dernier mois qui se sont passées qui sont inquiétantes par rapport à des publications Facebook. La police cogne chez quelqu'un. Et là, ben écoutez, retirez ça, sinon c'est en dedans, d'après ce que je comprends. Fait que où est-ce que tu apportes la question de la liberté d'expression dans ta vie, peut-être même dans ton processus évolutif personnel, et qu'est-ce que tu vois de problématique au Canada présentement? Ben là, il y a la loi C9 qui est en train d'être élaborée. Euh, et donc ça pourrait être très dangereux pour la liberté d'expression. Euh, et ce que j'aime aux États-Unis de leur premier amendement, c'est qu'il n'y a pas de concept de discours haineux. Ils connaissent pas ce concept-là. Et avec raison, parce qu'on ne peut pas définir qu'est-ce que c'est qu'un discours haineux. Il y a un discours qui est déjà criminalisé. L'appel au meurtre, c'est déjà criminalisé. Mais dès qu'on s'éloigne de ça, qu'est-ce qui est haineux, qu'est-ce qui n'est pas haineux, où tracer la ligne? Euh, et déjà au Canada, on n'a pas tout à fait la même liberté qu'aux États-Unis, mais si avec des lois liberticides comme la loi C9, ça pourrait devenir beaucoup plus dangereux et on pourrait avoir besoin, ressentir le besoin de s'auto-censurer avec des lois comme ça mises en place. Est-ce que tu as assez recherché un petit peu le projet de loi C9 pour nous dire quelques grandes lignes qui seraient apportées par ça et qui feraient qu'on serait en régression par rapport à la liberté d'expression selon toi? Euh, Vite de même, je pense que ce qui serait considéré comme discours haineux pourrait être passible d'amende, même d'emprisonnement. Euh, Au lieu que quoi dans l'état actuel des choses? Parce que il me semble que le discours haineux est déjà supposé être encadré par la justice au Canada, non? euh, oui, sauf s'il est motivé par une croyance religieuse sincère. Ça encore, c'est Ouais, ouais, ça c'est une autre affaire, c'est ça. une autre affaire. Ouais, mais prenons le temps, une parenthèse, donc ça c'est vrai, hein, ça j'avais oublié ça, mais si je comprends bien, tu sais, le discours haineux est protégé par la Charte des droits et libertés, encore une fois, pour faire le lien avec ce qu'on disait tantôt, donc de la liberté de religion, si tu fais la promotion ou tu tiens un discours haineux, mais qui est dans le cadre religieux, exemple, Adil Sharkawi au centre-ville de Montréal qui appelle, mettons, à des propos haineux, considérés haineux normalement contre, mettons, les Juifs, exemple. Oui, c'est ça. C'est ça, dans un cas comme un cas religieux, donc quelqu'un peut promouvoir, faire la promotion ou tenir un discours haineux, étant donné que ça fait partie de ses croyances sincères, si je ne me trompe pas. Mais quelqu'un qui aurait un discours haineux, non religieux, lui pourrait être tenu coupable ou responsable de ses propos haineux. Mais ce que je me pose la question, en fait, c'est quelle est la pénalité présentement pour quelqu'un qui tiendrait un discours haineux hors situation religieuse, mettons un vrai discours haineux?
versus avec le nouveau Bill C9? Est-ce qu'on le sait? Euh, je pourrais pas te donner de précision. C'est que ça va être plus Pas grave. musclé avec C9, mais c'est pas commencé maintenant. Mais les réseaux sociaux, ben, plus X depuis que c'est Elon Musk, mais et un petit peu moins depuis l'élection de Trump à la grandeur des réseaux sociaux. Mais même si c'est pas spécifiquement le Canada, il y a plein de choses qu'on pouvait pas dire, sous peine de se faire bannir, fermer le compte. Il y a plein de gens qui se sont fait exclure de YouTube, Oh oui, oh oui. de Facebook. Il y a encore des gens qui se font punir régulièrement sur Facebook. Absolument. Ben, tu sais, ça, c'est ça, toute l'espèce de lien justement avec la question plus large de la liberté d'expression. Donc, tu sais, si on remonte à, je sais plus c'est quelle année, mais tu sais, Alex Jones, donc c'est-tu 2018-2019, avec l'affaire de Sandy Hook, quand il y a eu la poursuite, etc. Mais lui s'était fait bannir, c'est un des premiers gros noms qui s'était fait bannir de Twitter et d'autres plateformes tout en même temps, là, tu sais. Et là, c'est ça, ben là, d'un côté, on se réjouissait de ça énormément. Tu sais, même des gens qui sont en général pour la liberté d'expression que j'adore, comme mettons Sam Harris aux États-Unis, des choses comme ça, étaient bien d'accord avec le fait que ces entreprises-là bannissent, mettons, Alex Jones. Mais plus largement, c'est pas quelqu'un qui a eu des répercussions légales par rapport à ses propos, sauf ça en est venu à la diffamation par rapport au tribunal, je pense, par rapport à la diffamation, quelque chose comme ça. C'est sûr, je serais curieux de savoir les détails de ça. Mais donc c'est ça. Donc, en fait, il y avait lui, puis après ça, il y en a eu plusieurs zones et plusieurs autres. Et les conservateurs, beaucoup se faisaient barrer sur les réseaux sociaux, etc., pendant ces années-là. Pendant la pandémie, là, il y a eu tout l'aspect complotiste, etc., ceux qui étaient contre les mesures sanitaires, les résistants, etc., qui se sont fait beaucoup fermer aussi les comptes et tout ça. Et là, si je ramène le tout avec le moment présent, il y a eu l'affaire avec Charlie Kirk et je fais un méga résumé, là, trop simpliste, là, mais tu sais, avec Charlie Kirk, et là, il y a pas Jimmy Fallon, mais Jimmy Kimmel, qui a perdu temporairement finalement son poste d'animateur pour avoir fait des commentaires douteux suite à la mort de Charlie Kirk. Comme au Québec, il y avait ça, Catherine Brunet et d'autres. Et là, les gens là de la gauche, si on veut plus, des progressistes, sont venus à la défense de Jimmy Kimmel, mais ne sont jamais venus à la défense des gens avant, sans nécessairement aller jusqu'à défendre Alex Jones, mais tu sais, à défendre d'autres personnes qui ont été démonisés et à qui on a retiré les plateformes finalement. Donc, comment tu vois le paysage en fait par rapport à ça présentement? Là, tu parles des craintes par rapport à ces neufs. Est-ce que il y a une possibilité qu'un jour le Canada pourrait suivre en fait le pas des États-Unis puis d'avoir un discours haineux qui serait inclus, admis? Parce que pour la majorité des gens, c'est pas quelque chose qui est logique, tu sais. Ben évidemment, si tu as de la haine envers quelqu'un, tu peux pas l'exprimer, on devrait pas pouvoir l'exprimer, tu sais. Donc pourquoi toi, tu penses que l'expression du discours haineux devrait faire partie du discours acceptable, en fait, peut-être? Vraiment parce qu'on peut pas vraiment le définir. C'est définir la haine. On peut pas définir la haine. C'est une émotion. Si c'est pas un appel à commettre un acte criminel, si c'est pas la peine, si c'est pas un appel au meurtre. Moi, je préfère que tout le monde puisse exprimer sa haine. Puis je vais prendre les groupes qui me sont le moins sympathiques. Des islamistes, par exemple, ou des transactivistes. Je ne veux pas qu'ils soient censurés du tout. C'est des gens qui sont des adversaires idéologiques, mais je ne veux pas du tout qu'ils soient censurés. Premièrement, je veux pouvoir savoir qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils pensent. S'ils se censurent, ben, premièrement, ça va juste les amener dans des recoins plus sombres de l'Internet, dans des chambres à écho. Je préfère que les gens puissent s'exprimer, comme ça on sait ce que les gens pensent. Il n'y a aucune chance que le Canada se rapproche des États-Unis sur ces questions-là. On pourrait devenir malheureusement comme le Royaume-Uni, où on voit justement la police aller cogner aux portes de gens pour des tweets. Et ça, en 2025. Ça, on pourrait facilement voir ça arriver au Canada. Ouais, ouais. Je voudrais qu'on approfondisse un peu ce point-là, en fait, parce qu'il est le point central qui m'avait intéressé dans ton truc, parce que c'est pour ça que c'est la raison pourquoi je t'avais écrit, c'est que je tends à être d'accord avec toi, en fait, tu sais. Cette idée-là
que c'est une bonne chose. Tu sais, évidemment, ce qu'on veut, c'est que les gens n'aient pas de haine en eux, idéalement. Tu sais, j'imagine que c'est ce qu'on désirerait, là. Tu sais, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais dans un monde idéal, j'aimerais ça que les gens n'aient pas de haine en eux et que les gens soient heureux de vivre et dans la joie et tout ça. Mais c'est pas le cas présentement. Donc, les gens qui ont de la méchanceté en eux, de la haine, même de la violence à un certain niveau, je pense que le fait de pouvoir l'exprimer, justement, c'est une forme d'exutoire aussi. Et c'est Oui, une oui. forme de pouvoir sortir la pression un peu. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, mais là, je remonte à plusieurs années en arrière, mais j'avais lu des études sur le langage et ça démontrait quand même assez bien que les gens qui, dans certains cas, là, tu sais, quand tu t'exprimes avec des sacres, ou en anglais, là, tu sais, les swear words, là, tu sais, juste le fait d'exprimer ces émotions-là avec des fuck ou Chris en français, puis de ça, ça fait diminuer la tension intérieure en fait chez les gens et c'est déjà une forme de relaxation, en fait, et ça a un aspect positif sur le bien-être personnel, finalement, des fois. Évidemment, il y a un aspect chronique, tu sais, qui peut devenir nocif si tu ne vis que dans l'expression négative, donc ça peut devenir un cercle vicieux, mais à un certain niveau, d'exprimer cette méchanceté-là qu'on a en dedans, des fois qui est pognée dans un coin, peut faire du bien, tu sais. Donc, j'ai l'impression que socialement, même à un certain niveau, ça peut même peut-être même participer au vivre ensemble, le fait pour que les gens puissent exprimer leur violence et leur haine verbalement, tu sais. Je sais pas si je vais trop loin pour toi ou... Ben ça, j'ai jamais considéré cette façon-là, mais oui, c'est bien possible que ça puisse apaiser. Maintenant, ça peut aussi, peut-être que chez certaines personnes, ça peut aussi peut-être engendrer encore plus de sentiments d'aversion, ça, je sais pas. Mais qui sommes-nous pour déterminer une limite? C'est ça le problème. C'est trop subjectif. On a déjà un discours qui est criminalisé, alors on n'a pas besoin de devoir définir la haine. J'ai l'impression que là maintenant, dans C9, ils tentent d'établir une distinction entre ce qui est haineux et ce qui est... J'ai oublié l'autre mot. Il y avait un autre mot qui, jusqu'à ça, ça serait acceptable, mais quand on traverse et que ça devient haineux, là, ça serait plus acceptable. Je me OK. rappelle plus de quel autre mot ils ont mis qui serait encore toléré. Est-ce que pour toi, le mot violence est associé à ça beaucoup aussi? Tu sais, là, la violence verbale. Donc, tu sais, même l'aspect agression. Tu sais, il y a eu toute la passe des micro-agressions pendant quelques années, là, 2017, 18, 19, c'était un des mots populaires. Mais est-ce que tu considères, toi, que, mettons, quelqu'un qui exprime de la haine, mettons qu'on serait aux États-Unis, whatever, ou tu sais, qu'on dit, OK, on est dans une situation où est-ce que quelqu'un exprime de la haine envers quelqu'un, est-ce que tu considères que c'est une forme de violence de ton côté? Euh, ben, si c'est de la diffamation, ce qui est déjà... Non, non, mettons, on enlève la diffamation, on enlève l'appel à la violence, là, tu sais, on enlève l'appel au meurtre ou l'appel à Hey, je veux que tu frappes cette personne-là, là, tu sais. On parle de discours, là, tu sais, mettons, dans ce qui serait légal selon un premier amendement. Quelqu'un qui exprime de la haine, tu sais, est-ce que tu considères que c'est de la violence de ton côté? Parce qu'on dit souvent ça, tu sais, les mots frappent. C'est pour ça qu'on peut pas admettre le discours haineux parce que la haine, c'est de la violence, c'est pareil comme la violence physique, tu sais. ben là, disons que ce soit une forme de violence, ça devient sémantique, il faut définir qu'est-ce qu'on considère comme violence, mais que ça équivale de la violence physique, non, c'est pas la même chose. La violence verbale n'équivaut pas à de la violence physique. Donc, toi, tu vois clairement une démarcation là qui mérite d'être soutenue et qui. Ouais. Ouais, ben moi aussi, en fait, tu sais, mais je voulais juste voir si tu avais plus de trucs de ça. Tu sais, pour moi, c'est clair qu'il y a un point objectif que n'importe qui peut mesurer aussitôt que tu touches physiquement à quelqu'un comparativement aux mots. Tu sais. Puis c'est pas de dire que, comme tu dis, que les mots n'ont pas d'impact du tout. Même probablement que d'une certaine façon, certains mots peuvent avoir, j'ai même l'impression que je pourrais dire, plus de conséquences chez quelqu'un à long terme, même d'un trauma, quelqu'un qui s'acharne verbalement sur quelqu'un que juste un coup de poing, puis passer à autre chose peut-être. Il y a sûrement certaines situations où est-ce que la violence verbale est plus dommageable, peut-être même que la violence physique, mais il y a quand même une démarcation claire entre les deux qu'on peut utiliser au niveau légal, tu sais. Et ce qu'il y a aussi, c'est que cette violence verbale, elle n'est pas jugée de la même façon dépendant de qui la reçoit. Euh, Critiquer des conservateurs,
ça dérange personne. Je veux dire, ça dérange dans la bien-pensance. Ils peuvent s'en prendre aux conservateurs, ils peuvent les dénigrer. Comme ils ont dénigré ceux qui s'opposaient aux mesures COVID. Ils ont été vastement dénigrés. Mais ces gens-là, il n'y a personne qui vient les défendre. Tandis que si c'est n'importe quelle minorité visible, minorité sexuelle, alors ça, par contre, c'est des groupes protégés euh, envers lesquels on ne peut pas tenir de propos haineux, en guillemets, ou simplement des critiques, hein, propos haineux, mégenrés, ça c'est la novlangue, mais s'adresser à une personne trans avec le pronom du sexe par lequel elle Ah, ne ah peut ouais. pas se reconnaître, c'est considéré comme de la violence, Mais par genre, exemple. et c'est quoi, je sais pas c'est quoi en français, mais c'est-tu dead naming en Ah anglais? oui, 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 oui. Donc, morti nommé, je sais pas si ça se peut. Donc de quelqu'un qui a fait le deuil comme de son ancienne personnalité, je pense, c'est ça, et que finalement tu l'appelles comme. C'est ça? Ah mon Dieu, j'ai un blanc, je sais même plus c'est Oui, quoi. oui, C'est ça un peu? oui, c'est ça que tu prends le prénom que cette personne-là utilisait avant. Avant de devenir le nouveau genre ou sa nouvelle identité finalement. Et donc tu la dead name, donc tu la morti-genre, tu la morti-nommes. Donc ça peut être considéré. Et en effet, tu as raison, il y a un double standard entre qui euh, a a le privilège de se faire défendre par la société civile versus non. Donc en fait, c'est intéressant ça d'ailleurs, d'amener le concept de privilège là-dedans. Donc en fait, les minorités sont privilégiées d'une certaine façon par la protection dont elles bénéficient de la part de toutes sortes de militants, d'activistes et d'organismes et même médiatiques à un certain niveau. Donc, est-ce que vraiment c'est la majorité qui est privilégiée ou pas, tu sais, dans un certain niveau? Ça peut être intéressant comme réflexion. Ah, mais la majorité n'est pas du tout privilégiée en ce moment. C'est ça qu'on peut se rendre compte d'une certaine façon. Pas du tout, du tout. Euh, Puis avec la discrimination positive à l'emploi, c'est de la discrimination à l'égard de la majorité historique. Right. Donc, ça, c'est toute la notion aussi de discrimination positive qui est aux États-Unis, l'aspect là, j'ai un blanc sur le nom, là, mais les quotas, là, je suis sûr que tu sais de quoi je D- parle. DEI, Le dans, DEI qui vient avec la notion de quota pour engager ou de pourcentage minimal requis de certaines délignations de la population. Là, tu sais, voyons. Le, Affirmative action, donc l'action affirmative, en fait. Donc, c'est ça. Donc, de faire entrer des gens peut-être moins sur la base de mérite, mais exemple, on a besoin de tant de personnes de tel type de communauté dans un programme universitaire. Donc, on va enlever les gens qui ont les notes les meilleures, peut-être pour faire passer des gens de cette minorité visible-là, quitte à ce qu'ils soient moins bonnes finalement. Et là, ça, ce qu'on voit, c'est que ça peut créer aussi des problèmes à l'intérieur même des institutions d'une certaine façon, parce que les gens vont se dire, est-ce que moi-même, je suis là pour mes talents ou juste parce que Mhm. je bouche un trou, finalement, tu sais. La notion de tokenisation des minorités, là, qui est un peu liée à ça, tu sais. Oui, puis ça va susciter un doute. Donc pour la personne elle-même, ça peut susciter un doute, mais pour les autres aussi, est-ce que cette personne-là est vraiment la Évidemment. plus compétente? Et c'est possible qu'elle soit vraiment la plus compétente. Ben oui, Et on ne se poserait même pas la question s'il n'y avait pas cette discrimination positive. c'est ça l'affaire. D'ailleurs, Charlie Kirk s'est fait beaucoup attaquer là-dessus, parce qu'il parlait de discrimination positive et ses détracteurs en ont fait des propos racistes. Mais ce n'était pas des propos racistes, c'était des propos contre la discrimination positive. Il ne voulait pas douter de la compétence d'un pilote de race noire, et il n'en aurait pas douté s'il n'y avait pas de discrimination positive. Dans ce cas-là, on se dit, ah ben, il est compétent. Mais s'il y a de la discrimination positive, c'est là qu'on se pose la question. Donc, ils ne rendent pas service aux gens à qui ils prétendent vouloir rendre service. Exact. Et là, c'est là que c'est intéressant de ramener ça avec ta citation et l'affaire de Charlie Kirk, du côté des gens, donc appelons ça de gauche là, pour la conversation, tu sais, qui je ne sais pas si c'est par malice ou souvent c'est juste par rapidité d'exécution peut-être et désir d'activisme
qui prennent ces situations-là un peu hors contexte des propos de Charlie Kirk et là, qui érigent, ils en prennent deux, trois ensemble et que là, qui érigent ça comme si c'était, finalement, ça représente un monstre d'une certaine façon, quelqu'un qui dit des choses odieuses, alors que chacune des trois, quatre citations qui a été médiatisée, si tu la regardes dans son contexte, ben, c'est toutes des choses un peu comme tu viens de dire. Tu sais, non, mais c'est parce qu'il était en train d'expliquer quelque chose et il expliquait finalement la situation quasiment inverse de, de ce qui en était. Fait que là, tu te dis, ben là, est-ce que vous êtes de bonne foi ou est-ce que vous vous battez avec des armes legit ou pas vraiment, tu sais? Et je pense que dans tous les camps politiques, euh, on va être porté à chercher les informations qui valident nos perceptions et nos opinions. Alors, si on trouve quelque chose qui fait dire à Charlie Kirk ce qu'il n'a pas dit, mais qu'on a envie, ça sert notre vision politique qu'il ait dit ça, alors on ne va pas être porté à chercher plus loin pour démentir. On va être plutôt, mais on va pouvoir chercher à aller plus loin pour démentir quand c'est quelqu'un qu'on aime bien qui se fait faire ce genre de procédé. Ouais, ouais, ouais. Peut-être qu'on fait ça un petit peu dans tous les cas. On a tendance à arrêter ses recherches quand on est satisfait, alors que si on recherchait plus, on pourrait peut-être trouver d'autres éléments qui, là, corroboreraient moins les perceptions qu'on a, les vues qu'on a. On est certainement, en tout cas, je vais parler juste pour moi, mais moi, je suis certainement coupable de ça aussi avec toutes sortes de biais que j'ai, tu sais, que ce soit dans mes algorithmes ou quelque chose comme ça. Quand je vois quelque chose que ça défend ma vision et tout ça, je vais avoir moins la tendance à être critique souvent. Puis je vais faire, ah ben ça semble vrai parce que ça fit avec ma vision de la vie, comment je la comprends, tu sais. Puis, fait qu'il faut tout le temps se forcer à s'autocritiquer puis à dire ah non mais attends un peu. Là, tu sais, si c'était une affaire avec laquelle je suis déjà pas d'accord, tout de suite mon cerveau serait en mode essayer de démonter ça, puis d'aller trouver la source plus, etc. Alors là que parce que ça me conforte, je suis un peu plus laxiste, je suis un peu plus tranquille. Fait que là, des fois c'est ça. C'est ça que c'est dur finalement de tout le temps s'auto-forcer à traiter tout égal, tu sais, parce que tout le monde aime ses idées et ses valeurs finalement. Ouais, ouais, ouais. Euh, Parlant de tes valeurs, de tes idées, ben, on va se diriger vers une conclusion tranquillement. Donc, tu es conservateur, tu es aussi homosexuel, tu es anti-LGBTQ+, dans leur idéologie, mais qu'est-ce que tu fais de la notion conservatrice religieuse dans ton aspect conservateur par rapport à la question du mariage homosexuel en tant qu'homosexuel? Donc, il y a quand même il y a une acceptation, je pense, légale par rapport au mariage, mais il y a quand même beaucoup de débats un peu plus de fond à l'intérieur, je pense, des communautés, j'imagine, religieuses chrétiennes. Il y en a qui sont pour le mariage homosexuel, il y en a qui sont contre. C'est quelque chose qui te touche à un certain niveau? Comment tu vois ça par rapport au domaine conservateur plus large de ton côté? Euh, D'abord, je suis plus un conservateur nationaliste ou un conservateur culturel qu'un conservateur religieux, à proprement parler. Mais si les droits de succession pour les conjoints de fait, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, étaient bonifiés, je verrais moins la nécessité de la reconnaissance d'un mariage homosexuel. OK, dis-moi un peu plus de détails là-dessus. Je t'ai pas suivi à 100%. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Euh, Si c'était plus facile pour les conjoints de fait d'hériter sans être mariés, si on bonifiait un petit peu l'accès aux droits de succession, alors le mariage homosexuel serait moins nécessaire. Est-ce que tu veux dire par là que, mettons, deux personnes restent ensemble depuis tant d'années, une des deux personnes, dans le fond, décède, et dans le fond, la succession, c'est ça que tu veux dire? Un des deux personnes du couple décède, que l'autre puisse, il ait fait un contrat ensemble qui va hériter d'une partie ou... Ouais, c'est pas. Alors là, malheureusement, je suis pas assez connaissant des particularités, mais c'est pas tout à fait pareil hein, pour les conjoints de fait que pour un couple marié hétérosexuel. OK. Donc forcément homosexuel aussi. Euh, mais le problème, c'est que le mariage homosexuel, on arrive à une pente glissante. C'est qu'on arrive
moi, le plus gros problème que j'ai eu, c'est qu'on voit à euh, célébrer une différence qu'on devrait juste accepter. Hmm. Euh, Moi, le mariage homosexuel, c'est pas quelque chose auquel je tiens particulièrement. Mais il faudrait qu'on étudie la question pour que les droits des couples d'union de fait soient maximisés. À ce niveau-là, je pourrais certainement, je verrais pas pourquoi on pourrait pas l'abroger. J'ai pas un problème avec ça. Maintenant, il y a plein d'homosexuels qui vont hurler de m'entendre parler, mais on n'était pas dans les années 80 et 90. Au Canada, on avait déjà atteint un bon niveau d'acceptabilité sociale, puis le mariage n'était pas encore reconnu. Donc, c'est peut-être pas. Maintenant, c'est sûr que si à l'acceptation du mariage, la militance s'en était tenue là, peut-être qu'il y aurait moins de volonté de revenir dessus. Mais je pense qu'il y a une volonté politique assez forte chez les conservateurs pour revenir sur le mariage homosexuel. Tu sens ça comme de le garder seulement en termes d'hommes et de femmes biologiques et de Oui, retirer. Et je toi, le c'est vois. quelque chose que tu ne vois pas comme une attaque 100%. Tu t'accepterais ça en tant qu'homosexuel si par contre la société civile prenait des actions pour être sûr que les couples homosexuels de fait, comme tu dis, conjoints de fait, puissent toutes gérer leurs choses comme il faut avec autant de droits que des personnes mariées finalement. Oui, c'est ça. Euh, Ah, c'est Parce intéressant que ça. ce qui est la famille hétérosexuelle, c'est le pilier de notre civilisation. C'est le pilier de notre société. Euh, et donc, Je pensais que c'était les drag queens, le pilier de la société. Voyons, c'est bien. C'est la il faut, diversité et les drag queens, le pilier de la société occidentale. il faut que ça puisse conserver un statut privilégié. Parce que sinon, on voit ce qui s'est produit. Il y a plein de choses qui ont été des bienfaits au niveau individuel, mais qui au niveau sociétal ont été des échecs à partir de la révolution sexuelle. C'est ça qu'on réalise aujourd'hui. On réalise maintenant, après presque 60 ans, plus que 50 ans de révolution sexuelle, on voit où ça nous a menés. Alors, et ça amène vraiment à la fin de la civilisation. On est vraiment en chute libre. Donc, il faut qu'on se dise, ah, il y a peut-être des choix qu'on a faits qui étaient très bien au niveau individuel, mais que collectivement, ça ne nous a pas aidés. Et puis, on n'est pas mieux servi si finalement la société occidentale s'éteint et qu'elle est remplacée par une civilisation islamiste. Je veux dire, en termes de droits homosexuels, est-ce qu'on est mieux servi? Est-ce que c'est pas mieux d'accepter un tout petit peu moins, euh, avoir une chance que cette société-là perdure, que d'en demander toujours plus pour que et que ça amène à se désagréger complètement et qu'ensuite, ben, qu'on s'éteigne ou qu'on soit remplacé par autre chose. Ouais. T'as-tu encore une dizaine de minutes? Oh, oui, oui, oui. Ouais, OK, parce qu'on est quand même dans des trucs super importants. Fait que je voulais justement, j'étais curieux de savoir si on aurait le temps d'aborder la question de l'islam. Puis parce que là, j'ai comme amené l'aspect de la religion un petit peu, puis je sentais qu'on se dirigeait un peu vers ça. Mais avant d'aller là, tu as dit quelque chose qui, ça m'a fait réfléchir. Tu as parlé de la révolution sexuelle. Donc là, dans ma tête, j'ai le féminisme, la révolution féministe, j'ai la révolution tranquille. La révolution sexuelle, c'est qu'est-ce que tu définis par ça, toi, de ton côté? Eh ben, on est passé d'une société, on n'est pas d'une- on est passé d'une sexualité de procréation à une société de loisirs, pas socialement. La sexualité est devenue vraiment quelque chose qui était associé au monde du loisir, tandis qu'avant, c'était pour procréer. Ça ne veut pas dire que les gens ne pouvaient pas avoir une sexualité de loisir avant, c'est ça que c'est devenu socialement. Et on voit que ça vient pas sans conséquence. Et peut-être que c'est très bien au niveau individuel pour certaines personnes et au niveau
de leur émancipation, mais au niveau collectif, on voit que ça nous a amené là où on est aujourd'hui. Euh, Ça nous amène dans une espèce d'hypersexualisation qui est vraiment malsaine. Euh, le bas-fond de la culture occidentale, en tout cas états-unienne, à ce jour, c'est qu'en été 2020, il y a une chanson qui est arrivée au numéro 1 sur le palmarès Billboard aux États-Unis, dont le titre est Wet Ass Pussy. On est très loin de I Wanna Hold Your Hand. On est très loin de. Je pense pas que je me souvenais de celle-là, mais ça fait du sens. C'est dans l'air du temps, l'hypersexualisation, 100%. Et les chanteuses, sur les pochettes de leurs disques, les chanteuses pop, elles sont habillées comme des prostituées, souvent, hein. Ouais. Euh, c'est hyper sexualisé. Et puis ça vient avec plein d'autres choses qu'on a une sexualité de loisir. Donc, c'est plus une société de procréation. Donc, on voit aussi euh, ben, la famille, c'est plus ce que c'était, là. Les gens ont moins d'enfants, les couples ne restent plus ensemble pour élever leurs enfants quand ils en ont. Et tout ça, ça désolidifie nos- notre base sociétale, notre base civilisationnelle. Donc, on est allé trop loin dans cette direction-là. Pour moi, il y a quelque chose de très bien dans la tolérance de ce que les gens font dans leur vie privée, mais à partir du moment où ça devient célébré et prescrit comme un modèle, là, on arrive dans un territoire vraiment dangereux. Et c'est la voie qu'on a suivie, malheureusement, pour en arriver à l'hypersexualisation. C'est quand même quelque chose, ce qu'on a maintenant. Ouais, vraiment. Et en fait, dans le fond, ce que je vois de la façon dont tu en parles, c'est pas nécessairement un moment précis dans le temps, une évolution qui s'est faite graduellement, probablement qui a été déclenchée en même temps un peu que cette révolution féministe-là. Mais il y a toute la question de la pornographie, tu sais, avec les médias audio-vidéo qui s'est joint à ça, qui a probablement été un moteur accélérant de tout ça vers la marchandisation là, tu sais, de la sexualité et puis dont 99,999% des hommes, j'imagine que c'est moins les femmes, mais des hommes ont été victimes d'une certaine façon là-dessus, tu sais, de se rendre compte après quelques années que tu es comme, oups, ah, t'as peu là, mon Dieu, je suis en train de me rendre compte que tu sais, la sexualité, ça devient plus sérieux, là, c'est un peu n'importe quoi, là, tu sais. Ça Ouais. devient un jeu finalement plus comme tu dis, une raison de procréer. Donc là, il y a toute cette transformation-là. Et donc là, ça, c'est intéressant parce qu'il y a l'aspect donc religieux. J'aime ça, tu amènes vraiment des trucs intéressants de ton point de vue qui est quand même unique. Euh, L'aspect de la révolution sexuelle. Et là, tu parles tu as parlé un peu d'en accepter un peu moins socialement pour qu'on ait une société cohérente, si on veut, et qui va perdurer et qui va rester vivante et qui va se développer. Euh, Moi, je dirais d'en accepter tout autant, je veux bien, mais d'en publiciser moins, hmm, d'en normaliser moins socialement, mais d'avoir une grande ouais, tolérance et acceptation pour ce que les gens font en privé. ouais, Euh, ouais. pour qu'on n'ait pas qu'il n'y ait pas forcément je sais pas comment dire, un jugement sur ce que les gens font en privé, mais qu'on n'en vienne pas non plus à en faire des normes. Euh, Ben, c'est ça. Vas-y, Dans vas-y. les émissions de télé, on voit des choses, on se fait former aussi par tout ce qu'on voit à la télévision. Euh, il y a vraiment un relâchement des mœurs aussi qui nous reflète. Mais ça va c'est un petit peu trop, et c'est surtout la proportion. Il y a de moins en moins il me semble, on voit de moins en moins par rapport à, je parle, il y a 50 ans, de familles traditionnelles dans les films, dans les séries télé. Ils sont moins présents. Ils sont moins présents aussi dans le concret. Mais il me semble qu'ils sont encore plus effacés qu'ils n'ont subi de réel recul en termes de proportion de la population. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, oui, non, clairement. Alors, en fait, tu sais, moi, c'est sûr que tu sais, c'est quelque chose que moi, j'ai remarqué aussi, mais tu sais, j'ai vraiment été plus conscient
J'ai pris plus conscience de ça depuis les 10 dernières années, depuis 2014-2015, mettons vraiment. Et puis c'est clair qu'à un moment donné, dans différents domaines, spécifiquement depuis 2000, whatever, 18-19, la question trans dont on a parlé, et drague et tout ça, t'es comme, mon Dieu, mais pourquoi il y en a tant que ça? Tu sais, en fait, c'est comme tu dis un peu, t'as l'impression que de la sur-revendication un petit peu. Même moi, tu sais, que je suis comme, man, je n'ai rien à foutre de ce que tu fais dans ta vie, là, tu sais, c'est juste que quand c'est dans toutes les émissions, tout le temps, toutes les talk shows, les podcasts, il y a ça en plus. Moi, je consomme beaucoup de podcasts, puis c'est correct, tu sais, mais t'es juste comme, c'est parce que ça représente comme plus du tout la société, finalement. En fait, c'est un peu ça. Moi, si j'ai un espèce de morceau qui passe mal, c'est l'idée de faire, même avec les médias, tu sais, beaucoup, les médias qui participent à donner du vent et une voix, en fait, à cet activisme-là, que je suis comme. Le problème, c'est pas leur existence. Le problème, c'est que tout à coup, on a l'impression que c'est 25% de la population qui est transsexuelle, finalement, alors que c'est 0,05% de la population qui vit comme ça, tu sais. Donc, plus qu'on dirait qu'il y a une proportion disproportionnée de ce qui est là, plus que t'es comme tu te sens un peu, comme tu dis, voulez-vous en faire une norme? C'est parce que j'ai pas l'impression que c'est la norme, tu sais, puis que ça devrait prendre tant de place que ça, tu sais. Oui, puis bon, dans certains scénarios, je peux comprendre qu'on a vraiment besoin d'un couple de lesbiennes ou d'un couple Ah oui. d'homosexuels pour que ça fonctionne. Tu sais, pour que ça fasse, mettons, un triangle entre personnages. Mais on voit souvent maintenant des cas où on nous montre un couple de lesbiennes ou un couple homosexuel, mais ça pourrait être un couple hétérosexuel, parce que leur orientation n'ajoute rien à l'histoire. Donc, il y en a vraiment, vraiment beaucoup, hein. Il y en a partout. Ce n'est pas nécessaire qu'il y en ait autant. Si on se ramène pas si longtemps que ça, Dynasty, la série Dynasty avait montré le premier personnage homosexuel, donc ça fait maintenant 40 ans à peu près. C'était le premier, c'était le seul, je pense, à la télévision occidentale. Euh, et puis maintenant, c'est toutes les émissions, ou presque, presque toutes. Alors que c'est pas une obligation. Évidemment, je ne voudrais pas non plus qu'on se l'interdise d'en montrer. Mon point n'est pas de C'est revenir ça, parce jusque-là. que l'autre côté, on pourrait dire, ben, pourquoi est-ce qu'il faut absolument que le couple en question apporte quelque chose d'homosexuel pour qu'il soit juste un couple homosexuel, tu sais. Puis c'est vrai, l'argument vaut de l'autre côté aussi. C'est vrai, dans le fond, que ça peut être un couple homosexuel qui est là puis qui n'a pas besoin d'amener une notion homosexuelle en plus. Il peut juste exister comme un couple homosexuel normal. Fait que, tu sais, je peux comprendre l'autre point. C'est vraiment une question de quantité, de nombre, finalement, tu sais, j'ai l'impression. Oui, oui, puis ça finit par agacer. C'est comme à un moment donné, il y a peut-être 4 5 ans, on s'est mis à voir dans la publicité une surreprésentation des personnes de race autre que la race blanche dans les publicités. Parce que tout le monde l'a remarqué. Les gens l'ont remarqué parce que ça ne correspondait plus à la réalité démographique Hum. du Québec. Tant que ça correspond à la réalité démographique, ben ça ne choquera pas grand monde. Mais à un moment donné, s'il y a 15% de non-blancs dans la société qu'on croise dans la rue, mais que dans les publicités, ils sont 70%, ben là, il y a comme, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça va créer un, des sentiments d'aversion chez les gens de la majorité parce qu'ils se sentent plus représentés. Ouais, Mais il semble que la vision du réel est déformée, en fait. ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est ça qui va créer ça va susciter des réactions plus négatives chez les gens. Parce qu'il pousse tellement fort, le progressisme pousse tellement fort pour inclure chaque minorité individuelle euh, que la majorité finit par en souffrir. Ou en tout cas par réaliser qu'elle est plus dans le coup, qu'elle n'est plus reconnue. Dans son existence, tout ce qu'il y a de plus normal. Ouais, Et, ouais, et- et là, le ressac, en fait, qui vient avec ça, c'est ça qui est l'espèce de deuxième twist, c'est que là, ça, c'est récupéré par les mêmes gens qui ont demandé à ce qu'on pousse ça. Donc là, on déforme le portrait du réel dans la chronologie des choses. Et là, les gens ont un resserrement, juste même du questionnement des fois, tu sais, qui est totalement normal de faire, oups, mais comment ça qu'il y a tant
de personnes de couleur partout dans les publicités, tout ça, alors que c'est pas ça notre population ici. Là. Tu sais, on n'est pas. Tu sais, je veux pas Montréal-Nord, c'est pas le Québec non plus, là, tu sais, d'une certaine façon. Tu sais. Puis c'est bien correct que Montréal-Nord soit Montréal-Nord, c'est juste que le Québec, c'est pas ça non plus. Mais là, juste de se questionner là-dessus, là, les mêmes gens qui militaient pour vont dire que c'est là, c'est le symptôme de la fermeture, de la xénophobie et des pires relents de l'humanité tout de suite, alors que les gens réagissent à ce qui semble être une déformation du réel, dans le fond, tu sais. Et là, tu tombes dans une zone là, tu tombes dans une espèce de double zone d'inception, de réalité inversée, là, tu sais. Mhm. Et tous ces changements se sont produits très rapidement. Quand on regarde les 50 dernières années en Occident, les changements se sont produits très rapidement, beaucoup trop rapidement pour que la société puisse vraiment s'y adapter. Donc là, c'est sûr que ça crée. Et puis là, au lieu d'essayer de ralentir un petit peu, on dirait qu'ils veulent appuyer sur l'accélérateur. C'est ça, là, tu parles de transformation démographique. Bien sûr, ça vient avec la question de l'islam, en fait, aussi, une Oui. question de religieuse, de culturelle et religieuse. Euh, donc, toi, parce que dans ta petite phrase bio Facebook, tu disais aussi, en part d'être anti-LGBTQ+, dans l'idéologie, tu dis aussi anti-islamisation. Donc, avec Mhm. cette transformation rapide-là de la société, évidemment, n'importe qui n'est pas vécu sous une grotte, comme on dit, pendant les 5 dernières années, voit qu'il y a une transformation sociale de la place de l'islam dans l'espace public. La question des prières de rue est indéniable. L'affaire des écoles est juste quand tu te promènes dans la rue, maintenant, quasiment partout au Québec, honnêtement, dans les régions Mhm. qui autrefois étaient un socle de la population historique québécoise. Puis je dis même pas juste canadienne-française, même immigrantes intégrées, multigénérationnelles immigrantes, que ce soit italiennes ou russophones ou irlandaises ou autres, même haïtiennes à un certain niveau bien intégrés et dans leur certain pourcentage de population historiquement euh, harmonique, là, si on veut. Là, tu sais. Donc là, cette explosion-là fait que dans plein de régions, maintenant, tu as des femmes voilées partout. Donc ça, c'est l'aspect ostentatoire de l'islam qui est là. Et tu sens que la proportion des gens venus des pays musulmans, finalement, est beaucoup plus grande qu'il y a 10 ans, 10-15 ans ici. Donc, pourquoi tu te dis anti-islamisation? Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que tu remarques, en fait, toi, dans cette transformation-là par rapport au sujet spécifique de la religion et de l'islam? Alors, mon premier argument que je formule contre l'islam, c'est comment sont traités les apostats dans les pays musulmans. Voilà, c'est tout. J'ai tout dit là. Euh, Ces gens-là sont persécutés. Et qu'est-ce que tu veux dire par apostat? Peut-être le définir aussi. Des gens qui deviennent athées, qui quittent l'islam, sans même changer de religion, les gens qui délaissent l'islam. Pas non plus des homosexuels nécessairement, là. Tu parles de Non, juste les gens qui ne sont pas musulmans. oui, oui. OK. Euh, je veux, son nom m'échappe en ce moment, mais il est détenu en Arabie Saoudite. Euh, Il y avait Raif oui, Badawi. voilà, voilà, Et ouais. voilà. Euh, Je veux dire, le traitement qu'on réserve à ces gens-là, donc c'est parce que c'est une idéologie politico-religieuse qui englobe tous les aspects de la vie, donc c'est très autoritariste. Donc pour les mêmes raisons que j'aimerais pas me ramasser dans la Russie soviétique ou dans la Chine communiste ou dans l'Allemagne nazie, j'ai pas envie de me ramasser dans une société islamique parce que c'est des régimes très autoritaires. Donc c'est tout. Donc j'ai pas besoin d'en dire plus, c'est ça qui me dérange. Hmm. Et je vois bien que les demandes d'accommodement religieux de cette communauté, puis je parle pas de tout, il y a des musulmans qu'on appelle modernes, qui vont vivre leur religion en privé, puis avoir leurs croyances, et ça ne pose pas de problème. Mais c'est ceux qui demandent des accommodements religieux à leur lieu de travail, comme des salles de prière. Ensuite, il va y avoir des demandes d'accommodement alimentaire. Ça, c'est un problème parce que la viande halal, elle doit être tuée. Il faut que que le boucher soit musulman. Donc déjà, il y a une discrimination à l'emploi. Si toutes Oh, les c'est boucheries vrai, c'est. devenaient halal, Ah ouais. alors il y aurait que les musulmans qui pourraient devenir bouchers, par exemple. Euh,
Donc, Et il n'y avait c'est pas, il y avait pas quelque chose dans les écoles. J'ai vu dans les dernières semaines, je pense, dans certaines écoles, c'est peut-être pas au Québec, c'est peut-être plus dans les provinces de l'Est, que les gens se rendaient compte que leur cafétéria était rendu tout halal dans des écoles publiques, genre là. T'as pas vu ça passer, toi? pas récemment, mais je sais qu'il y a eu déjà des. Je pense que c'était Libre Média, je pense, de Blanchet-Gravel qui avait sorti une nouvelle là-dessus il y a 2, 3 semaines, là, cet automne. Puis là, les parents étaient comme, ben là, c'est parce que on n'a pas été consultés pour ça. Tout à coup, les enfants arrivent à l'école, puis tout est à l'heure. Puis là, évidemment, ben là, d'un côté, on dit, ben c'est pas grave, ça change rien, c'est de la viande pareil. Mais là, de l'autre côté, il y a la chose derrière qui est ce que tu es en train d'expliquer, en fait, là, tu sais. Et il y a pas de liberté d'expression dans l'islam. On le voit même ici, on n'est pas dans un pays musulman, mais on peut critiquer le christianisme de façon ouverte et même on peut insulter le christianisme. Ça ne gênera personne C'est la et on ne base, sera en pas fait. fermé. Hmm? C'est la Oui, base, c'est en ça. fait. On ne sera pas fermé son compte Facebook. On ne perdra pas son emploi. Mais critiquer l'islam, c'est grave. Donc, juste ça, c'est un problème. Juste ça, moi, ça me met comme on dit en français, des red flags. Mhm. En tout cas, ça me fait des signaux d'alerte. Euh, et un des problèmes, la nature a horreur du vide. Alors, on s'est débarrassé trop vite et trop catégoriquement de l'élément chrétien, en Occident et au Québec en particulier. On crée un vide et ce vide, il va être comblé par une autre idéologie, qu'elle soit politique ou religieuse. Donc, ça nous amène le wokisme d'un côté, ça nous amène l'islam de l'autre, parce qu'on a créé un vide. Et il faudrait qu'on entretienne mieux l'héritage chrétien. Je dis ça et je ne suis pas moi-même, moi je n'ai aucune religion, je ne suis pas chrétien, Ouais. mais je suis un grand défenseur de la chrétienté et de l'héritage chrétien. Euh, c'est quelque chose d'important à maintenir parce que c'est grâce à celui-ci qu'on a atteint cette ouverture. Et cette ouverture qui nous permet maintenant carrément de tout déconstruire. De se faire envahir, ouais, c'est ça. Oui. Euh, mais c'est parce qu'il ne fallait pas complètement l'abandonner. Le Québec a un cas encore plus particulier parce qu'il s'est débarrassé du joug de l'Église à peu près un siècle après le restant des pays occidentaux. Et ça a coïncidé avec la révolution sexuelle. Ouais. Et donc, ça a vraiment fait tout de suite, le clergé a été sorti. Et en plus, au Québec, avec la question de la souveraineté en même temps, donc l'espèce d'empowerment social national qui est venu Hmm. parce qu'il y a toute une prise d'identité qui s'est faite en même temps positive et forte au Québec, qui a, puis là on parle évidemment de la génération des boomers principalement et des X un petit peu aussi, mais qui a amené toute une cohésion tellement forte qui était associée avec le délaissement du christianisme social, mais je pense que c'était une association et non pas une causalité positive nécessairement, dans le sens que c'est arrivé en même temps, mais les conséquences négatives ont peut-être pas été calculées du retrait du christianisme, en fait, total, là, tu sais. Et encore, il y a 50 ans, on pouvait excuser le manque de vision. Mais par exemple, la loi 21, d'avoir retiré le crucifix de l'Assemblée nationale, ça c'est une erreur monumentale. Euh, la laïcité de 1905 en France, elle était bonne parce que c'était un pays qui était religieusement homogène. Donc c'était vraiment pour dissocier le pouvoir politique du religieux. Mais là, on n'est pas dans le même contexte ici. Ici et maintenant. Il faudrait qu'on ait un système catholaïque où il y aurait quand même, on pourrait permettre une visibilité de symboles chrétiens qu'on ne permet pas aux autres religions, simplement parce que c'est notre socle de civilisation. Et c'est important, il faut le reconnaître comme tel. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens à gauche, ou ils ne veulent pas le voir, ou ils ne se sont jamais arrêtés à cette question-là, mais c'est un élément vraiment primordial de ce qu'on est, de ce qu'on est devenu, avec toute l'ouverture progressiste que eux semblent apprécier quand même, ce qu'ils en réclament encore plus et plus. Mais ça n'aurait pas été possible, ça, avec un autre socle.
de civilisation que le nôtre. C'est pour ça qu'il faut le préserver. Euh, voilà. En fait, je suis tellement content qu'on ait poussé la discussion jusque-là, Ophélien, parce que ce que tu viens de dire, en fait, dans ma tête depuis, ça fait quand même une couple d'années, mais puis c'est quelque chose, je pense, que j'ai pas tant verbalisé non plus. En fait, j'étais curieux de savoir avec qui j'allais proposer ça, parce que justement, j'étais curieux de voir ce que des gens de différents groupes politiques penseraient de ça, mais spécifiquement à la gauche, bien sûr. L'idée d'avoir, dans le fond, une culture chrétienne assumée, tu sais. Mais comme tu dis, donc une catho-laïcité finalement, donc, mais une laïcité de fait, d'action, mais culturellement, un pays qui s'avoue comme étant chrétien, et où est-ce que dans le fond, tu sais, il peut avoir une journée, mettons qu'on parle des calendriers, tu sais, des fêtes et tout ça, tu peux avoir ta fête religieuse, etc., mais que dans la culture, il y a les fêtes chrétiennes reconnues par le gouvernement malgré tout. Est-ce que toi, tu vas jusque-là? Donc, tu sais, le fait, non, non, on continue, Pâques, c'est officiel. Ah Noël, oui. c'est officiel. Tu sais, tu sais, parce qu'il y a des gens qui veulent aller jusqu'à enlever ça même, là, tu sais. Mais non, non, tu sais, on serait un pays, une nation de culture catholique, chrétienne, mais qui est laïque par rapport à toutes les religions malgré tout en termes de pouvoir. Donc, la religion reste privée. Il y a la place pour les mosquées, il y a la place pour les synagogues. Faites vos temples hindous, whatever, et d'autres religions, les Bahaïs, tu sais, il n'y a pas de problème, mais on est historiquement et culturellement une nation chrétienne et ça ne changera pas, tu sais. Ça serait un bon, ça serait en tout cas, ça serait un bon point de départ et ça découragerait peut-être des gens de venir Ben, c'est promouvoir leur ça. religion ici. Parce Tu disais? qu'il faut que les agents frontaliers, euh, là, présentement, ils vendent ils vendent le Canada, finalement, selon la charte multiculturaliste canadienne. Mais tu sais, s'ils s'en venaient au Québec et puis que les agents frontaliers sont comme, ben, le Québec, c'est ça, c'est un pays catholique. Donc, c'est une culture protégée. Tu sais, c'est officiel que c'est chrétien, catholique. Donc, si vous venez, il faut que vous l'acceptiez. La culture dominante est chrétienne. Même si, exemple, dans un futur X, euh, 85% des Québécois n'étaient pas baptisés, tu sais, je sais pas, mais on pourrait quand même garder l'aspect de la culture catholique chrétienne, même si les gens ne sont pas baptisés. J'ai l'impression, tu sais, je sais pas si ce que les conservateurs religieux diraient, mais tu penses-tu que ça se pourrait même aller jusque-là? Tu sais, je pousse l'idée loin, tu sais. Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas si ça pourrait. Je ne sais pas Non, comment je ça sais pas, pourrait. en fait, là, tu sais. Je me pose la question. C'est quelque chose que je rumine dans ma tête depuis plusieurs épisodes. Parce que je me dis, parce que je pense que je suis d'accord avec ça. Tu sais, moi, moi, tu vois, moi, je suis pas religieux non plus, tu sais. Je suis pas baptisé. Euh, mais clairement, quand je suis venu au monde, j'étais en région, de un. Mais clairement, j'ai grandi dans une culture catholique, tu sais. Mhm. Donc pour moi, je connais Jésus, je connais l'Église, je connais les fêtes traditionnelles. J'allais à l'Église, mettons, à Noël, tu sais, ou les enterrements, évidemment, pour des baptêmes, des choses comme ça. Puis j'avais aucun problème avec ça, tu sais, parce que ça fait partie de l'aspect culturel et de la foi de certaines personnes. Mais tu sens que les personnes font ça chez eux en privé, tu sais, tu sens pas une espèce de, de, je sais pas, de chape de plomb social qui vient avec nécessairement, tu sais. J'ai l'impression. Donc, je sais pas. Non, c'est une discussion ouverte, là, mais je sais pas si ça t'inspire d'autres choses. Ça finit un peu en queue de poisson, mon affaire, mais c'est parce que je trouve que c'est une réflexion vraiment importante, en fait, puis je l'ai pas entendu tant que ça sur beaucoup de plateaux, là. Probablement que dans certains cercles conservateurs, probablement ça se jase, là. Mais je pense que c'est un point qui est genre important pour le futur, ce point-là, tu sais. Oui. Un point auquel je viens de penser là, un peu en rapport avec ça, c'est la distinction qu'on peut faire entre les pays d'Europe de l'Ouest puis les pays qui étaient en Europe de l'Est, qui étaient dans la sphère soviétique. OK. Euh, c'est sûr que eux, le christianisme a été réprimé pendant ces années-là, mais il s'en est sorti renforcé quand même par rapport à l'Europe de l'Ouest. On voit aujourd'hui que les gens vont être plus croyants en Pologne ou en Hongrie, Ouais. donc je parle les chrétiens qu'en France ou en Angleterre. Et ça fait des sociétés qui sont, donc maintenant, qui ont renoué très fort avec le christianisme. Et pas qu'ils avaient, je veux dire,
C'est pas qu'ils l'avaient perdu, c'est que c'était réprimé. Mais l'Europe de l'Est résiste beaucoup plus à tout le progressisme, à toutes ces notions, que ce soit l'agenda LGBTQ+, que ce soit l'immigration massive. Comme la résistance, elle est beaucoup plus forte dans les pays de l'Est. Donc, il y a une leçon à apprendre là aussi. C'est Ouais. peut-être eux qui vont sauver l'Europe. Ouais, c'est ça, qui vont être le mur de défense occidental, Ouais. finalement, et peut-être même par effet de vague, de ripple effect jusqu'à nous aussi. Mm. Écoute, en concluant, Ophélien, petite question rapide, toc au carré, réponds-moi rapidement, mais donc, toi, en fait, tu me disais que tu n'es pas non plus religieux, croyant spécifiquement, mais malgré tout, tu penses il y a le bon dans la société chrétienne occidentale. T'es pas baptisé non plus ou t'es-tu quelqu'un de baptisé originellement? Non, je ne suis pas baptisé. OK. Je me demandais, dans cette perception-là, selon toi, est-ce que tu te considères comme, pour terminer là-dessus, est-ce que tu te considères comme athée? Est-ce que tu as une forme de spiritualité et est-ce que ta spiritualité est informée par quelque chose en particulier? Si tu en as une ou t'en as pas, tu sais, du tout, et tu considères que matériel et le moment présent est ce qui existe, et après ça, c'est la noirceur éternelle. Ben, ça reste possible, mais j'ai quand même une spiritualité. J'ai quand même une forte spiritualité qui est individuelle et qui, pour moi, me suffit en termes de second regard. Tu sais, l'émission Second Regard, elle avait ce Ouais, nom-là ouais. aussi. Euh, euh, donc, ça me suffit. Puis pour moi, c'est la spiritualité, c'est quelque chose d'assez individuel. C'est difficile de partager avec quelqu'un d'autre. Je sais pas partager, mais de. Peut-être un petit peu pour ça que les religions organisées n'étaient pas pour moi. C'est parce que je trouve qu'il y a quelque chose dans la conception de puissance supérieure, euh, à mon avis, est assez individuelle. Ben, elle ne l'est pas pour les gens dans les religions. En tout cas, la mienne l'est. Euh, oui, donc j'ai une spiritualité. Euh, et donc, je ne peux pas me considérer athée. Et de toute façon, même si je me considérais athée, j'aurais énormément de problèmes avec le mouvement des athées contemporains, que je OK. trouve qui sont à gauche, complètement à gauche, en général, sur toutes les questions, et qui sont... ça aussi, ça m'a frappé parce que sur les réseaux sociaux en 2013, je suivais plein de comptes athées et irréligieux. Et quand est arrivée la question de la charte de Drainville, Ouais. tout le monde était contre. Tous ces groupes-là ils défendaient le port des signes religieux musulmans, par exemple, juifs, hindous, tous ceux qui allaient être, parce que les chrétiens ne portent plus de signes ostentatoires depuis Ouais, c'est ça. longtemps. Ouais, ouais. Euh, donc j'avais trouvé qu'ils avaient une drôle de posture. Et j'ai trouvé qu'ils étaient très à gauche. Il y en a peut-être qui ne le sont pas, mais moi, c'est l'impression que ce que le mouvement athée m'a donné, c'est que c'était des militants gauchistes. Intéressant, intéressant. Et est-ce que tu penses qu'il y a une façon, toi, scientifique, de prouver l'existence d'être supérieur? Est-ce que tu penses que la science peut être un outil pour amener au spirituel, d'une certaine façon, en termes de démarche à tendance d'objectifiable? Ou si toi, tu fais plus partie des gens qui sont donnés à César ce qui est à César, laissons la science d'un côté, la spiritualité, c'est 100% subjectif, de l'intérieur seulement, et on ne peut pas nécessairement apporter les méthodes scientifiques à l'intérieur de ça? Ça, c'est une bonne question. Je me suis jamais penché là-dessus. C'est une bonne question. Faudrait que je réfléchisse pour savoir qu'est-ce que j'en pense. Hmm. On va finir sur cette question ouverte-là. C'est une question qui m'obsède depuis bien longtemps, mais là, déjà, on a dépassé notre temps un petit peu et c'était vraiment cool. En fait, je suis vraiment content qu'on ait poussé ça jusqu'à la fin. Le dernier trouve 30 minutes là, de matériel qu'on a fait a vraiment été dans le cœur des deux, trois gros sujets d'intérêt. Fait qu'écoute, Ophélien Champlain, merci beaucoup pour ta disponibilité, pour ton temps, pour tes réflexions aussi encore. Moi, comme je te disais, tu m'as aidé à me former de mon côté sur les réseaux sociaux.
alors que je cherchais à commencer à comprendre comment je pensais moi-même il y a peut-être 8-10 ans, quelque chose comme ça. Fait que je veux te remercier pour tes contributions en tant que citoyen conservateur. Et puis, donc, tu peux-tu rappeler aux gens qui ont apprécié ta présence, où est-ce que tu publies et est-ce que tu veux que les gens te suivent aussi sur tes réseaux sociaux, peut-être les plugger si ça t'intéresse d'avoir un petit peu plus de gens qui viennent checker tes textes? Ah, ben certainement. D'abord, merci à toi pour l'invitation. Ça m'a fait plaisir. J'ai beaucoup aimé notre entretien. Et puis, ben, on peut me trouver sur Facebook et sur Twitter, que j'appelle encore Twitter, Ouais, ouais. euh, sous Ophélien Champlain. Puis, je suis contributeur à Québec Nouvelle Donc ça, également. c'est-tu québecnouvelle.ca.com? Tu sais-tu par cœur? Je ne sais pas par cœur. Ah, je vais le mettre de toute façon dans la description. Donc, cherchez Québec Nouvelle, tout le monde, ça devrait sortir assez vite. Et allez dans le profil d'Ophélien pour voir ses textes présents et passés, pour vous gargariser de ses connaissances et de sa philosophie d'écriture. Alors, Ophélien Champlain, encore une fois, un immense merci. Bonne poursuite. Et à tous les autres, bien, on vient de franchir un nouveau pas dans la chambre noire de la droite sombre du Québec. Il reste encore peut-être un petit recoin encore à explorer là, pour voir jusqu'où vraiment va cette pièce sombre-là. Ça devrait venir dans un des prochains épisodes à suivre, mais de toute façon, on n'ira pas beaucoup plus loin après parce qu'on va commencer à avoir fait le tour et on devrait arrêter. C'est ça l'objectif. Fait que tout le monde, au grand plaisir de ne pas vous voir dans un prochain épisode, peut-être qu'on va arrêter aujourd'hui. Qui sait, à suivre. Salut, gang. Merci beaucoup d'avoir été là. Salut, Ophélien. Merci encore pour ta présence.